La fin est inévitable, Maverick. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore. Ils sont complètement ravagés, les enculés de jeunes, quoi. C'est ça, voilà mon message pour eux. Il est cynique, notre monde. Très cynique. Notre monde. Et on travaille dans une branche où la concurrence est plus que féroce. Tu es mon âme sœur. Qu'est-ce que vous foutez, là? Je suis en vacances ici, j'ai besoin d'un peu d'affection. Tu vois, là, par exemple, j'ai bien envie de te latter la gueule. Apocalypto! What? Run! J'ai menti. J'ai fait l'amour avec des filles compromises. J'ai pris des drogues, j'ai porté de faux témoignages. C'est un sale con! On aura un article dans combien de temps? Ce serait prêt jeudi. Tu pourrais faire semblant que t'es journaliste et pas romancier. Mon ami, est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Vous allez me remballer tout votre merdier et repartir au Bordelistan ou quel que soit le pays d'où vous venez. Hé, cowboy, toi le beau gosse, t'as déjà entendu l'expression « avoir une gueule à faire gerber » Elle s'applique pas à toi. T'es plus moche que le trou de balle du démon. C'est bien logé, mes couilles. Pas mieux d'aller bosser, toi, feignant. Il a un problème. À mon avis, il baragouine un faux allemand pour vous comparer à Adolf Hitler. Oh, laisse-moi te regarder. Oh, tu es superbe. Ah, c'est toi qui es superbe. Tu veux rendre Mélissa jalouse, c'est ça? T'es plus jeune que je. Tu es gentil. J'accepte tous les compliments d'un homme aussi beau que toi. Vous avez déjà suivi un militaire? Non. Pas à ma connaissance. Alors vous connaissez rien à l'amour. Il Blanco, je vais te faire bouffer ton cul! Traduit, enculeur de bique. Maricon! Suce mon poulet! C'est marrant venant de toi, Bouboule. T'as pas vu ta biroute depuis que t'étais bébé? Putain! C'est pas parce qu'il y a de la merde qui te sort du nombril quand il met ton doigt que c'est ton trou du cul. Un citron, 2 citrons, 3 citrons. Jackpot. C'était pour regarder des films toute la journée, rester dans le noir, fallait rester à Paris, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Un film. Toujours tes films. Oui, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Non, non, mais tu éteins, tu auras le temps de le voir. Regarde les films la nuit. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 34, épisode 573. Bordel, 15 ans. En attendant Godard fête ses 15 ans et sa 16e saison. On a la mémoire qui flanche, on ne se souvient plus très bien. Tout entre nous a commencé un 10 octobre 2008. Et depuis, nos yeux sont faits pour l'amour d'aimer et ne sont que le reflet d'un monde d'objets. Sans rêve et sans réalité, aux images, nous sommes condamnés. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Ouais, c'est dégueulasse. Surtout le jour de son anniversaire. Sans déconner. C'est son anniv? Mais ça change tout. Je veux pas qu'on m'accuse d'avoir gâché un anniversaire. Même si c'est celui d'un ingrat qu'on fête. Il faut un cadeau pour tout le monde. Hoch soll leben, dreimal hoch. Ei! Alt soll werden, dreimal so alt. Lebe hoch, lebe hoch, lebe hoch, hoch, hoch! Merci, je savais pas que vous étiez au courant. Depuis qu'on fait des patrouilles ensemble, c'est normal. Joyeux anniversaire, lieutenant Meyer. Oui? Bon anniversaire. Bon anniversaire, lieutenant. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris, vous l'avez même compris. Nous sommes ici en presque direct et en public depuis la terrasse du cinéma Arvor devant un public en folie. Ouais. On ne les arrête plus. Et donc voilà que évidemment nous remercions l'Arvor de bien vouloir nous accueillir pour fêter notre anniversaire. Donc 15 ans.
On vient d'avoir le brevet, on a des boutons et des cheveux sales. Pour certains, c'est plus vrai que d'autres, pour ceux qui ont encore des cheveux. Mais donc, nous sommes réunis pour faire un petit peu les 15 ans, bilan et perspective de notre émission de radio, qui donc, comme je le disais, a commencé le 10 octobre 2008 sur les ondes de Radio Campus Rennes, qui est ensuite devenu Syllab, et pour faire un petit peu le bilan de ces 15 années. Donc nous avons ramené une bande de fiefés phallocrates, puisque donc toutes les femmes qui sont passées dans cette émission nous ont fait faux bon, pour la simple raison que ce sont les seuls qui ont désormais un vrai métier. Il reste du coup les autres, voilà. Bravo. Et donc évidemment, à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Thomas. Salut Thomas, salut à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a aussi donc une palanquée d'anciens, plus ou moins intérimaires, qui sont avec nous. Il y a bien évidemment le docteur Massuet. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir à tous. Il y a également une farandole de Simon, puisqu'il y a Simon l'ancien. Bonsoir à tous. Et aussi Simon le jeune. Bonsoir à tous. Avec nous, il y a également Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Salut, bonsoir. Et enfin, évidemment, de retour avec nous en chair, en slip, en queue de cheval. Le meilleur d'entre nous, celui que tout le monde préfère, il nous manque cruellement de jour en jour, y compris à nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Évidemment, c'est celui qu'on appelle le grand timonier, Juanito Bonito, Air Force One, Erwan Fleuclet. Erwan, bonsoir. Bonsoir Thomas. Un triomphe pour Erwan, s'il vous plaît. Merci. Bravo Erwan. J'en ai presque les larmes aux yeux. Tout à fait. Merci en tout cas de nous rejoindre, d'avoir quitté ton Crest Braise, là où on fait tu ne sais trop quoi d'ailleurs, des choses obscures et étranges, avec d'autres gens aussi obscurs et étranges qui s'habillent mal et qui, bon, le Crest Braise quoi. Et donc, comme je le disais, nous allons faire un petit peu, non pas un top parade de ces 15 ans, mais essayer de faire un bilan de nos 15 années de cinéma, puisqu'il ne s'agirait pas ici de dire quels étaient les films les plus importants, les meilleurs, tout ça, parce qu'on sait très bien que Mad Max Fury Road est le meilleur film des 15 dernières années, mais faire un petit peu le bilan justement de nos 15 ans de cinéma avec nos films préférés, qui ne seraient pas nécessairement les meilleurs ou les plus importants, sinon évidemment on aurait causé du cinéma de James Cameron, de Christopher Nolan, de Denis Villeneuve, qui en termes industriels sont les films les plus importants et majoritaire maintenant, mais on reviendra sur cette période triste du cinéma américain qui nous accable, mais qui heureusement a fait rejaillir d'autres cinématographies beaucoup plus intéressantes et passionnantes. Mais bon, on va causer un petit peu de tout ça. Mais tout de suite, un message de notre sponsor. Wow! Al Pacino! It's not Al anymore. It's Dunk. Dunkachino? Don't mind if I do. What's my name? Dunkachino. It's a whole new game. Dunkachino. You want creamy goodness? I'm your friend. Say hello to my chocolate blend. Attica, hoo-ah, lottie light. This whole trial is out of sight. They pull me back in with hazelnut too. Caramel swirl, I know it was you. Everyone wants my Dunkachino. Can't get enough of my Dunkachino. Kids from 7 to 17 lining up for my Dunkachino. What's my name? Dunkachino. Dunkachino. Donc voilà, c'était un message de notre sponsor Dunkachino, donc extrait du film Jack and Jill avec Adam Sandler, réalisé par un des Yes Man de Adam Sandler, dont j'ai oublié peut-être Dennis Kogan ou un truc dans le genre, et probablement le meilleur film de Al Pacino des 15 dernières années, dans lequel Al Pacino joue lui-même. Certains diraient qu'il se ridiculise, mais bon, quand on voit globalement sa carrière des 15 dernières années, finalement, c'est pas le plus ridicule, loin de là. Et cela va nous permettre donc d'aborder la première partie de notre émission rétrospective sur le cinéma des 15 dernières années 2008-2023, avec ce qui était l'ancien plus grand pays du cinéma, grâce à qui, et grâce à son art industriel et l'importance du capitalisme que nous aimons tous ici, a permis de resplendir à la face du monde pendant plus d'un siècle, donc l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, le pays de la liberté, et notamment Hollywood. Parce que donc, si évidemment l'Amérique est le pays de la liberté, Hollywood en est son vecteur à caractère spectaculaire. On l'a déjà répété au fil de ces 15 dernières années et dans tous nos top parades que nous faisons tous les ans, l'état global du cinéma spectaculaire américain est, on va dire, dans une forme qu'on pourrait qualifier de mitigée, à la fois parce qu'il est gangréné par un certain cinéma spectaculaire à base de mecs en slip et de femmes en slip, parce qu'il y a quand même un peu de parité pour le coup dans les films de super slip, et qui donc globalement on peut en tirer un bilan négatif. Nous peut-être pas passer en revue toutes les crises que traverse Hollywood, mais néanmoins
la marvelisation, comme on dit, et la franchisation d'un certain cinéma spectaculaire américain ne nous sied clairement plus, même s'il y a pu avoir des épiphénomènes de films d'action qui nous ont intéressés, notamment dans le cinéma de Ang Lee, dans le cinéma de George Miller. Mais je pense que nous y reviendrons et on va essayer de tirer un bilan économico-technique des évolutions des 15 dernières années, puisque donc, évidemment, il y a eu les mutations numériques de manière générale, où à la fois le parc de salles a été entièrement changé, les captations des films ont été modifié aussi par le prisme des caméras numériques. Il y a la question de la 3D et du cinéma virtuel. Et bien évidemment, pour toutes ces questions, je me tourne vers une personne qui a fait son sujet d'expertise de tous ces trucs numériques, des pixels, des petits Mickey qui sont animés. Jean-Baptiste, alors, on va essayer de procéder dans l'ordre. On va commencer par parler de la 3D. La 3D qui a été notamment remis au goût du jour par James Cameron avec Avatar en 2009 et qui avait notamment amené à ce que le parc de salles dans le monde quasiment soit changé en passant de l'argentique donc au numérique. 15 ans après, qu'est-ce qu'il reste de la 3D, Jean-Baptiste ? Rien. Merci. Non, c'est vrai que c'est un truc qui est complètement disparu, qui est complètement passé de mode, mais très rapidement finalement, puisque c'est vrai qu'après Avatar en 2009, il y a eu cette espèce d'épiphénomène de mode où tout le monde s'est mis à faire, alors soit tourner des films en 3D, soit convertir des films en 2D en 3D. Et le fait de tourner les films en 3D était devenu quasiment un argument de vente. Je me rappelle quand même de quelques films qui nous avaient un peu fascinés à l'époque. Ce film avec Nicolas Cage, c'était Helldriver, c'est ça ? Ghost Rider. Non, pas Ghost Rider. C'était Ah oui, non, je confonds. Non, c'est Helldriver. C'était Helldriver qui était tourné nativement en 3D. Ah oui, ça nous avait fait beaucoup rire à l'époque parce que le film était assez mauvais, mais voilà, il y avait cet argument de vente effectivement de la 3D. Et en effet, concrètement, cette idée du cinéma en relief qui ressuscitait un effet de mode des années 50 et des années 80, qui était surtout articulé autour du cinéma de genre, a connu comme ça une nouvelle vie, mais qui a effectivement pas duré très longtemps, qui a été un peu remplacé d'ailleurs par d'autres processus de diffusion en salle, comme la 4DX, des choses comme ça, qui ont finalement axé le cinéma spectaculaire vers une forme d'attractionnalité supplémentaire, au-delà même de la projection d'éléments vers le spectateur ou de projection du spectateur vers l'écran, qui était une des autres grandes questions, savoir est-ce que le cinéma en 3D devait être un cinéma immersif, au sens vraiment d'immerger le spectateur dans l'image, ou au contraire est-ce que l'image devait faire attraction et donc se diffuser dans la salle. Je me rappelle encore de l'époque où Mathieu Bonheur, je ne sais pas s'il est arrivé, pas encore, nous avait expliqué que dans Avatar, ce qu'il y avait de mieux, c'était la pub Haribo au début, où vous voyez ces bonbons qui volaient dans la salle, et que c'était ce qui avait de plus réussi, parce qu'Avatar ratait complètement le coche de la 3D, alors même que Cameron avait compris quelque chose de la 3D dans l'idée de se projeter dans l'image. Donc voilà, très rapidement sur la 3D, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça, étant donné qu'aujourd'hui, ce truc a un petit peu disparu, je pense, de l'inconscient collectif, concrètement. Et quelles seraient du coup les mutations numériques des 15 dernières années qui auraient pris beaucoup plus d'importance par rapport à la 3D qui était plus ou moins avancé comme étant un truc révolutionnaire, alors que finalement c'est plus une reprise d'éléments techniques du passé. Qu'est-ce qui aurait changé dans le paradigme du cinéma ? En fait, ce qui a changé, mais tu l'as un petit peu signalé dans ton introduction, hein, c'est l'apport des technologies issues du cinéma virtuel de manière assez générale. Je pense que c'est quand même ça l'élément principal. En termes de nouvelles technologies, c'est quand même le truc qui a le plus apporté ces dernières années. Puisque c'est vrai que pendant longtemps, on a moqué des cinéastes comme Robert Zemeckis ou James Cameron, qui justement étaient les tenants de cette nouvelle technologie, qui était la performance capture et donc la façon dont les cinéastes se sont emparés avec le cinéma virtuel ou la cinématographie virtuelle. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que cette technologie qui, au départ, a été vendue comme une seconde venue du cinéma, même cinéaste comme Joe Dante l'avait un peu évoqué comme ça, c'était vraiment la deuxième naissance du cinéma. En fait, cette technologie de la performance capture a été un petit peu passée sous silence, c'est quelque chose qui a un petit peu disparu. Mais pourquoi, qui a en fait infusé. Pourquoi, à ton avis, est-ce que c'est passé sous silence ? Alors, il y avait, on va pas reprendre tout ce qu'a pu dire Julien Dupuis sur le sujet. On connaît nos collègues de Capture Mag qui savent effectivement, qui ont énormément parlé de ça, et qui ont montré déjà dans quelle mesure cette technologie qui était censée renverser la méthodologie de tournage traditionnelle, au sens où on ne tournait plus à partir d'une caméra qu'on posait sur un plateau avec des acteurs, mais on tournait d'abord avec les acteurs et ensuite on positionnait la caméra dans un espace virtuel, ce qui a vraiment fondamentalement changé la façon de penser le tournage d'un film. Il y a eu une résistance énorme par rapport à ça, parce que justement on s'est dit que c'était quelque chose qui faisait trop bouger les lignes, en tout cas, et puis qui donnait naissance à des figures qui étaient forcément en image de synthèse et du même coup qui
se différenciait d'un imaginaire du cinéma plus rattaché à la photographie ou donc à l'image photographique, où on pouvait reconnaître les acteurs. Et donc il y a tout un vent de discours un peu contre la performance capture qui sont nés à cette époque, qui expliquaient qu'ils ne supportaient pas l'idée que des acteurs ou des actrices soient camouflés sous des avatars virtuels, sous ces costumes numériques, qui du coup allaient à l'encontre de ce que le cinéma devait produire, à savoir un reflet du réel. Mais ce qui est déjà théorisé dans des films presque au présent, avec le congrès de Harry Folman, justement, et ça revient en plus sur le tapis avec la question des IA maintenant, du remplacement presque totalement numérique des acteurs, ou bien leur performance qui serait pré-enregistré et finalement pouvoir être réutilisé à l'infini. En fait, ce qui est fou, c'est que cette technologie qui a été moquée, vilipendée, invisibilisée pendant des années, elle a en fait complètement nourri le cinéma de ces dernières années de manière beaucoup plus invisible, parce que ces films comme Avatar, Le Tournoi de Scrooge en 2009, donc, étaient des films qui mettaient en avant véritablement la technologie à partir des images qui étaient porteuses, même cette technologie dans leur imagerie même les aventures de Tintin de Spielberg ou même le Ready Player One de Spielberg. Et en réalité, même si cette technique-là a été affichée dans ces films-là, elle a quand même permis à énormément de films, tous les films de super-héros, etc., d'exister justement sans pour autant que ce soit totalement visible, puisque finalement les acteurs étaient reconnaissables par le biais de la photographie, de l'image photographique ou cinématographique. Et du même coup, ça allait plutôt nourrir la mise en scène de ces films, sans le génie des cinéastes qui sont été empirés au départ. Zemeckis, Spielberg, Cameron, quand même, ça se pose là. Mais effectivement, tous ces cinéastes par la suite qui vont s'emparer de cette technologie vont l'utiliser à des fins diverses, et notamment pour restituer des pouvoirs super-héroïques dans les films de super-héros. Du coup, tout ça, ça a infusé le cinéma. Et bien sûr, on en vient à ces questions d'IA que le Congrès a en fait, en son temps, un peu prophétisé. Donc, avec Holly Motors de Léos Carax. Avec Holly Motors aussi. Mais je pense que le Congrès l'a encore plus intégré, parce que Léos Carax s'interrogeait de manière beaucoup plus diverse le cinéma, alors que le Congrès, la question principale, c'était quand même celle de cette nouvelle technologie, dans lequel l'actrice Robin Wright était numérisée justement pour être intégrée à l'infini dans différents films de toutes sortes, sans qu'elle soit forcément au courant dans quel genre de production elle pouvait être intégrée. Simon. Je voudrais juste noter qu'on peut supposer, à défaut d'avoir les preuves via des entretiens par exemple, que cette frilosité elle se heurte, elle émerge aussi du star system. L'idée que certains comédiens vont être intelligents, Tom Hanks, Jim Carrey, ils vont voir en quoi leur identité va quand même perdurer malgré le principe apparent de cette technologie. Mais globalement, on peut imaginer que vu la place qu'ont pris les stars hollywoodiennes dans les financements des films, bien sûr le fait que les films se montent sur eux, donc il faut voir leur visage, on voit la place qu'ils occupent sur les affiches des films aujourd'hui, mais aussi que bien souvent ils sont partie prenante de la production. Ils ont eu leur mot à dire, sûrement que beaucoup étaient frileux, et ça n'a pas pris parce qu'il y avait cette peur de disparaître sous ce maquillage numérique, alors qu'en réalité, on pouvait retrouver une personnalité de comédien, comme certains ont bien pu le montrer, mais il y en a peu qui ont C'est vrai que d'autant que sur le Star System, il change, parce que dans le courant des années 2010, finalement, le nom des franchises était plus important presque que le nom des comédiens qui pouvaient jouer dedans, même si les mecs, ils avaient des énormes salaires, comme Robert Downey Jr., ce nain dans les Iron Man et compagnie, il avait genre 50 millions de patates pour faire 2 ou 3 Marvel. Et donc le Star System avait clairement changé, mais avec la question de l'IA et avec la question des prothèses numériques, finalement, il y a un nouveau paradigme qui se met en place, parce que justement, ça permettra peut-être de leur accorder une plus longue longévité à l'écran. On va faire tout à l'heure un petit point sur Tom, mais ça rentre évidemment en ligne de compte pour ça. Erwan. Non, justement, c'était le rapport à Tom Cruise. Ça me fait penser aussi qu'on voit bien justement sur la question du masque et de l'identité aussi combien on est passé du premier Mission Impossible de Brian De Palma à la première partie qui est sortie récemment, l'été dernier, où là, la question de l'intelligence artificielle est au cœur du film, et je trouve extrêmement intéressante en fait comment est amenée. Et c'est que quelque part déjà, la question comment De Palma aussi, peut-être Simon sur justement comment on peut dire ça, c'est-à-dire que la question de la prothèse là, elle est analogique, elle n'est pas du tout numérique au sein du premier Mission Impossible, mais quelque part on anticipe aussi, et ce sera un jeu en fait à l'intérieur de la franchise, quoi. Même si ça remonte, le premier Mission Impossible utilisait des effets spéciaux numériques pour la scène du TGV par exemple, mais tout ça était au service d'un renforcement de la matérialité, du rapport à la matière, de la dangerosité des objets, des angles, des
des pales de l'hélicoptère qui peuvent trancher la gorge, etc. Et donc, De Palma avait conscience qu'il fallait réinscrire ça dans du matériel, d'un jeu sur les corps et de ce qu'ils subissent dans l'espace, ce qui va peu à peu se dissoudre probablement dans les films suivants. Un autre enjeu économique qu'on aurait pu soulever, même si on n'est pas nécessairement spécialiste de ces questions qui dépassent même le cinéma, mais c'est l'idée qu'on a bien vu s'accélérer ces 20 dernières années, quelque chose qui était déjà en germe dans les années 80-90, c'est que le cinéma ne devient plus qu'une branche parmi d'autres de multinationales qui ont racheté tous les studios qui continuent à apparaître au début des films sous leur logo. Mais en réalité, ce qu'il faut lire, c'est ce qu'il y a sous le logo. Hein. C'est Universal, et puis en dessous, à quelle compagnie ça appartient. Sony, Viacom, ce genre de grandes multinationales, souvent des télécommunications ou de la technologie, qui ont besoin, bien sûr, que leur film soit rentable, mais aussi parce qu'il va falloir vendre à côté tel produit dérivé. Voilà, tout ça est pensé à une échelle économique assez globale. Il faut que ça marche bien sûr sur tous les territoires, avec des nouveaux territoires qui sont ouverts quand même depuis 15-20 ans, par exemple la Chine. C'était d'ailleurs très flagrant déjà au Japon dans les années 70-80. Ils ont été assez par le média mix et l'idée qu'il fallait avoir des œuvres qui se déploient sur plusieurs médiums, et bien supposait une sorte d'uniformisation potentielle. Et puis ça disait quelque chose de l'évolution d'autres studios qu'on connaît, comme la Shochiku, des studios dont on peut reconnaître comme cela les logos aussi, mais qui se déploient en réalité dans le monde de l'édition, du jeu vidéo, ce genre de choses. Et donc ça explique la façon dont les projets naissent, parce que on a une approche assez auteuriste ici dans l'émission. Il faut bien avoir conscience que tout cela a un arrière-plan bassement matériel. C'est vrai que l'autre chose à ajouter aussi, on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est vrai que ce qui se passe aussi au mi-temps des années 2010, c'est l'apparition des plateformes, et donc du rapport à la salle de cinéma, et donc non plus de l'œuvre ou du film ou de la série, mais plutôt du contenu. Donc c'est quand même un changement quand même assez fort, et c'est vrai que là on le voit bien quand même, le Festival de Cannes approche. Le Festival de Cannes s'est positionné donc contre le fait de passer des films qui ne sortiront pas en salle en France, contrairement au Festival de Venise, par exemple. Enfin, il raconte n'importe quoi, Frémo, il arrête pas de le faire, Okja et compagnie. Dès qu'il peut baisser son cible, de toute façon, il va le faire. Ouais, mais il y a plutôt une jurisprudence maintenant là-dessus, sur le fait d'aller justement sur le fait qu'il y ait l'exception française et de la salle de cinéma, et donc de pouvoir passer, puisque on voit bien, nous qui sommes autoristes, comme tu le dis, on n'a pas pu voir sur les écrans français le Ferrari de Michael Mann, par exemple, récemment. Donc c'est vrai que les plateformes en termes d'économie ont quand même aussi changé beaucoup de choses, en fait. Elles ont permis aussi à d'autres, à des projets de déboucher, ou à des cinéastes de poursuivre une carrière. Je pense à Fincher, que vous mais appréciez. sans producteur du coup, parce que des mecs comme Fincher, comme Scorsese, comme Cuarón, ils font en gros des projets de leur vie, mais qui du coup sont des films qui sont pas produits. C'est-à-dire que c'est pas forcément par rapport à leur durée qui est plus ou moins longue, mais où clairement on sent que les mecs on leur lâche la bride. Et Fincher, quand il fait son Manque, il fait son grand film d'auteur avec son grand sujet, et finalement il oublie absolument où il va, à la fois parce qu'il raconte pas grand-chose, et en plus il le raconte mal et de manière révisionniste. Ce qui va peut-être manquer, c'est des producteurs dans le sens noble du terme. C'est ça, parce que des mecs comme Joel Silver, comme Robert Evans, ils ont disparu. Même un mec comme Jerry Bruckheimer, qui était le roi du badaboom pendant 20 ans, il est mis plus ou moins de côté. Il a juste fait un mini comeback, on va dire, avec la suite de Top Gun il y a 2 ans. Il y a une exception aussi, par exemple, sur des fois un peu ce qu'on pourrait idéaliser des plateformes, d'aller chercher des auteurs, certains auteurs soit d'un certain âge, ou des vieilles gloires d'Hollywood, tout ça. Il y a une exception française aussi, il y a le cas de Saïd Ben Saïd, avec qui j'avais pu m'entretenir il y a quelques années, et c'est vrai que c'est avec sa société SBS. L'idée, c'était justement il était passé de UGC, tout un parcours comme ça, jusqu'à être son propre patron, et d'aller financer Philippe Garrel en France, De Palma, aller chercher Verhoeven, Polanski,
d'aller aussi chercher notamment un projet qui s'est pas fait. Si, il y a eu Walter Hill aussi, et il avait un projet aussi, mais ça s'était pas fait justement à cause de la distance avec comment s'appelle-t-il ce cinéaste australien qui a fait Peter Weir. Donc, et c'est vrai que par rapport aux plateformes, c'est la grande question là, c'est la question du producteur. Et je crois que ce qu'on a pu aussi remarquer ces 15 dernières années, c'est qu'il y a un vrai affaissement. Par exemple, il y a une jeune société de distribution et de production qui a été créée là, il y a les 2 dernières années. Ce sont des anciens de chez Gaumont, France. Donc Gaumont, c'est Zinc Film. Et en fait, ils ne s'y retrouvaient plus du tout en fait, dans l'esprit en fait, qui avait animé pendant de nombreuses années, je dirais la maison, en tout cas la maison Gaumont. Et donc, ils sont partis. Parce qu'il y a des raisons où justement on ne produit plus de la même manière, on est aussi sur sans doute une américanisation des processus avec une histoire de réunionnite, une histoire de... On passe par des commissions... Enfin, de franchisation aussi, parce que fait pâter avec les 3 Mousquetaires, avec Astérix et le Comte de Monte Cristo qui sort bientôt, là, c'est la même logique de vouloir faire... des grosses gloumoutes qui coûtent cher et qui sont supposément... être fait pour ramener plein de monde en salle, sauf que dans les faits, effectivement, ça marche quand même clairement moins bien que ce qu'ils avaient prévu. JB. C'est vrai qu'il y a autre chose qu'on a passé sous silence, alors quand même que c'est quand même l'une des transitions essentielles de ces 15 dernières années, c'est quand même la transition numérique qu'on a quand même vécue au moment de 2008, du début de Nathan Godard. C'était le moment où c'était complètement, ça s'est installé en fait. On était là, Jean-Baptiste. À ce moment-là, au présent. À ce moment-là. Et ça aussi, ça a participé, je pense, d'une autre façon de penser le cinéma, concrètement, à tout niveau, au niveau de la production, au niveau de la diffusion, au niveau. Forcément, je pense à un cas particulier, mais parce que c'est aussi un film qui est cher à certains d'entre nous. Mais c'est vrai que, par exemple, en 2006, je vois au 400 coups à Angers. Miami Vice de Michael Mann, mais je le vois en pellicule. C'est-à-dire que le film est tourné en numérique. Donc on est vraiment là. Quand on commence l'émission en 2008, ça y est. C'est passé, on est au DCP, on est au projecteur numérique. Enfin voilà. Il y a eu vraiment un basculement même dans l'esthétique des films et je le disais, dans la manière de les penser même. Parce une normalisation esthétique. Ouais, mais ça se voit encore plus sur les plateformes quand tu vois les trucs Netflix ou Amazon Prime où ils ont tous la même patine visuelle. C'est pour ça que je voulais faire le lien avec les plateformes en fait, dont on parlait à l'instant. Il me semble que c'est aussi lié à ce qui s'est passé avec l'arrivée du numérique en fait. Thibaut. Pour revenir sur les plateformes et en particulier Netflix, parce qu'il me semble que c'est peut-être la plus importante ou celle qui a fait le buzz dès son arrivée. Ce qui est intéressant avec Netflix, enfin ce qu'on voit en fait, et si on met en relation avec l'industrie hollywoodienne, c'est que Netflix va chercher des cinéastes pour en gros faire son buzz et pour se positionner sur une démarche autoriste. Donc du coup, c'est destiné à faire des millions et des millions de vues. Or, les cinéastes qui ont été cherchés, je pense notamment à David Fincher, qui sortait, donc là on fait les 15 ans, mais il sortait de Zodiac, il a ensuite fait The Social Network. C'était l'avènement de sa carrière. Et au final, en allant sur Netflix, en allant sur les plateformes, alors qu'on voulait que les gens voient de plus en plus ces films, on assiste en fait à sa propre déchéance. Il y a des choses qui font flipper. Alors, c'est même le cas pour un cinéaste très vulgaire qu'on adore tous ici, c'est Zack Snyder. En fait, mais quand on y pense, en fait, au final, il fait 300, il fait Watchmen, il fait Sucker Punch qui marche dans l'absolu. Et après, il arrive, donc il est quand même au top de sa carrière. Après, il arrive sur Netflix et il fait encore des films encore plus mauvais que ce qu'il faisait au cinéma. Donc là, ça reste assez... le machin Gaoul et compagnie, là. Et puis après, il a fait... Et après, il a fait le truc sur les morts-vivants. Le premier Superman. Les Sucker Punch, c'est terrible. Hein, c'est la fois où ça a failli mettre mais en fait, à mon amitié avec Erwan. Donc. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe des plateformes. Quand un Bong Joon-ho fait un one-shot en fait avec Okja, ça passe à peu près. Quand Alfonso Cuarón fait Roma, ça passe à peu près. Mais on est quand même sur des films qui sont un cran en dessous de leur propre filmographie. Et moi, j'ai peur quand j'ai cru comprendre que Catherine Bigelow avait signé en fait un deal avec une plateforme. Là, j'ai vraiment peur
de ce qui va arriver à ce que je considère comme la réalisatrice la plus puissante d'Hollywood et une des cinéastes les plus fascinantes de ces 15 dernières années. Mais parce que je pense qu'on ne tourne pas de la même façon pour le petit écran, c'est-à-dire Netflix, que pour le grand écran. En réalité, concrètement, ils se mettent des contraintes qui sont vraiment des contraintes d'ordre de mise en scène, en fait, concrètement, à la fois en termes de budget, bien sûr, mais aussi en termes d'ampleur ou d'ambition visuelle. Et même un film que j'aime beaucoup, The Irishman, je l'aime aussi beaucoup pour ses défauts. Je pense que ce film de Scorsese qui effectivement interroge cette fin de vie d'un personnage qui finalement qui renvoie à tout cet imaginaire du gangster qu'on a adoré dans les premiers Scorsese, ça entre en écho, en résonance avec le fait même que ce film sorte sur une plateforme justement qui est aussi la marque de la fin du cinéma. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et la fin de Scorsese aussi. Et la fin de Scorsese. Je dis ça, c'est peut-être pas un hasard non plus que j'ai arrêté l'émission au moment où les plateformes sont arrivées. En fait, je me suis dit, il y a un truc. T'as arrêté l'émission au moment où t'as eu un travail, Jean-Baptiste. J'aurais tout à fait pu continuer. Mais je m'étais complètement désintéressé de ce qui sortait parce que je voyais plus trop l'intérêt. En fait. Mais par rapport à ce que disait Simon tout à l'heure aussi, c'est intéressant, c'est que le cinéma n'est plus aussi majoritaire dans l'ordre de l'audiovisuel. Et il y a aussi le fait que tu te sois intéressé aussi plus aux jeux vidéo. Mais c'est pareil, en termes de revenus, en termes de ce que ça rapporte chaque année, ben voilà, clairement aussi, on n'est plus du tout... on avait déjà parlé avec nos camarades du cinéma est mort de l'espace commun, de... Qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Et oui, c'est-à-dire que... Comment on va dire ça ? C'est que le public, c'est aussi... Comment dire ? Il y a une volatilisation, enfin il y a quelque chose de plus volatile sur le fait qu'on puisse s'intéresser à la fois, c'est éclaté aux séries télévisées, aux jeux vidéo, etc. etc. Enfin, cet éclatement-là, il est quand même positif, parce que pour le coup, ça a permis de créer des passerelles, des résonances, et là, ça devenait intéressant, en effet. Mais je trouve que le cinéma en lui-même a perdu quelque chose avec les plateformes. Concrètement, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. J'arrive pas trop encore à mettre le doigt dessus, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais, c'est pour ça que je partage les craintes de moi, Simon, pour le coup. Je sais pas ce que tu en penses, Simon, mais ça me fait penser à quelque chose sur ce qu'on avait peut-être parfois remarqué en fait dans le cinéma japonais des années 2000-2010. C'était aussi une uniformisation de la photographie, quelque chose de très télévisuel, de très plat. Et... Ne serait-ce que les formats d'image aussi, ouais. Les ratios, le fait qu'aujourd'hui ce soit adapté surtout à nos écrans 16:9, donc ou alors ensuite à la résolution 4K qui produit une image en 1,90, donc tout est comme ça maintenant. Alors qu'on pourrait avoir beaucoup de fantaisie sur la variation des ratios, puisqu'on n'est plus tributaire du format physique et du et certains cinéastes s'en amusent d'ailleurs. Mais très peu, tout compte fait. Ou alors ça devient un gimmick. Ponctuellement, où Xiao Xian fait quelque chose d'intéressant. Xavier Dolan. Juan. Le film sur Marilyn Monroe blonde à diviser ici, en fait, je trouve qu'en le regardant en détail, il tente des choses esthétiquement liées au ratio d'image, malgré la vulgarité du film par ailleurs. Mais en regardant de près, je pense que c'était pas si gratuit que ça dans le rapport qu'il avait au ratio. Mais ça reste assez anecdotique, tout compte fait, à l'échelle de ce qu'on pourrait se permettre aujourd'hui. Donc une uniformisation, là où il y avait un espace de liberté qui s'ouvrait, c'est d'autant plus déplorable. Et on parlait justement de certains anciens qui sont passés sur les plateformes pour un ou deux films comme Martin Scorsese ou compagnie, mais il y en a d'autres aussi qui ont essayé de continuer dans leur propre cinéma. Donc les anciens du Nouvel Hollywood, de Spielberg, De Palma, même s'il n'a pas tourné depuis plus de 10 ans, Brian De Palma, mais Francis Ford Coppola a fait 3 films, il y en a un qui sort cette année. Paul Schrader a continué son petit bonhomme de chemin, donc essayer de faire aussi un petit point justement sur les vieux de la vieille et sur un peu les cinéastes qui nous ont fait aimer un certain type de cinéma. Qu'est-ce qu'il en reste maintenant ? Toi, je sais que Simon, tu es un très grand adepte de Brian De Palma, mais donc son dernier film, c'est Passion, c'est en 2013. Si je ne... Il y a Domino. Ah oui, il y a Domino après, c'est vrai. Qui est pas si mal, Domino. Oui, qu'on avait beaucoup défendu excessivement ici, mais c'est par principe. Beaucoup plus que de Scorsese d'ailleurs. Il faut quand même dire un truc, c'est que quand on a préparé cette émission depuis quand même quelques semaines, c'est-à-dire que Thomas s'est amusé en fait à compiler tous les tops de chacun depuis le début, donc depuis 2008. 54 pages. Et c'est 54 pages. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir des choses qu'on se dit, on est un peu honteux d'avoir aimé. Mais non, alors, je trouve pas. Non, mais c'est intéressant. C'est pas forcément honteux d'avoir aimé, mais c'est des choses du moment, que tu mets dans des tops que tu as totalement oublié qu'ils existaient. Et finalement, tu dis, mais pourquoi j'ai mis ça ? Parce que globalement, genre l'année, je sais pas, 2014, 2013, c'était globalement pas ouf.
Oui, voilà. Il y a des trucs qu'après on réévalue ou pas, mais ça on y reviendra donc en fin d'émission. Et c'est Ouais. que, mais des cinéastes qui nous sont toujours restés, car comme disait Erwan, on est des autoristes de merde quand même, et des mecs comme Spielberg, comme Scorsese, comme Brian De Palma, c'est des cinéastes qu'on a toujours défendus, certains diraient avec des raisons qui pourraient être fallacieuses, mais qui néanmoins, des cinéastes chez lesquels néanmoins il y avait toujours des choses qui nous intéressaient et qu'on voulait défendre. Le cinéaste peut-être le plus marquant là-dessus, qui est plus ancien, c'est Clint. Donc Clint qui quand même se torche tranquillement son petit film par an quasiment depuis 15 ans. Et même des choses qui, a priori, pourraient penser sont pas terribles comme Au-delà ou bien J. Edgar. Je me rappelle qu'on avait toujours défendu les films. Il y avait toujours des éléments dans le cinéma de Clint Eastwood qui nous intéressent parfois plus que d'autres. C'est-à-dire que quand il fait La Mule ou quand il fait Sully, par exemple, c'est des films qui nous intéressent beaucoup plus effectivement que J. Edgar ou son film sur le rugby Invictus, voilà, qui est aussi quand même un film sacrément révisionniste, mais c'était pas horrible Invictus. Non, c'est pas horrible. Ah, tu vois comment t'es, ça l'autoriste. Mais effectivement, peut-être un genre de petit point d'étape sur Clint qui, on peut le dire, est entré dans la dernière partie de sa carrière maintenant. Hein. Après, on sait jamais. On sait jamais. Peut-être qu'il va faire partie de l'école Manuel de Oliveira et tourner jusqu'à 104 ans, ou comme Bertolucci qui avait dirigé son dernier film sur un lit d'hôpital. Après, oui, pourquoi pas. Clint a l'air encore en forme. Il sort un film dans le courant de l'année normalement, mais donc ou comme Paul Schrader qui était paralysé sur Master Gardener et qui ne l'a pas dit aux assurances. Effectivement, c'est ça. Mais donc, qu'est-ce qui nous reste de Clint de ces 15 dernières années, on va dire, de sa période qui se voudrait crépusculaire, hein, si on était un peu feignant? C'est difficile à résumer, mais je pense qu'il y a notamment une confiance dans des personnages de cinéma. Je pense à Sully. Moi, les deux qui m'ont marqué sur la dernière décennie sont Sully et Richard Jewell. Je pense que ça joue beaucoup, la confiance dans l'identification à un moment. Hein. Il ne s'agit pas de porter au nu une personne. En plus, il se trouve que là, ce sont deux histoires vraies. C'est plutôt qu'il nous propose de partager une trajectoire de ces personnages à un moment donné. Et c'est cette confiance dans la force identificatoire du récit qui en plus s'adosse généralement à un État de l'Amérique, enfin on va dire des États-Unis d'Amérique, mais il y a encore peu de temps on se contentait d'appeler Amérique grossièrement parce que ça renvoie aussi à une histoire du territoire qu'Eastwood a écrite à sa façon. Donc je pense que c'est une petite partie de la réponse. Moi en tout cas je pense que c'est pour ça que ces films m'ont beaucoup touché. Il a une confiance dans une forme qu'il est finalement l'un des seuls encore à assumer. Oui, là... Jean-Pierre et après Thibaut. Oui, peut-être chez Eastwood, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est son travail sur la réputation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... ça traverse quasiment toute sa filmographie, il me semble. Ça pourrait presque, en tout cas à mes yeux, être le thème de toute sa filmographie, c'est la réputation. C'est-à-dire souvent il prend un personnage qui a une certaine réputation et il va mettre en scène au sein de ce film les effets de cette réputation sur l'entourage, là où il est important, je trouve, c'est que il ne choisit pas de travailler la réputation de ses personnages pour dire en fait voilà quelle est la vérité de cette personne, mais plutôt souvent pour dire que on ne sait pas, en tout cas que c'est difficile à savoir. Je pense que c'est vraiment le thème de Sully, du cas Richard Jewell, de Bronco Billy aussi, où presque il bosse sur la réputation du Far West, on peut presque dire ça comme ça. Et du coup, avec ses hauts et ses très bas, je trouve que Eastwood reste un cinéaste extrêmement important, particulièrement aujourd'hui, du fait qu'il s'empare justement de cette question de la réputation, de l'image qu'on renvoie, du regard public sur une personne, du jugement public sur une personne. Et je trouve que voilà, c'est en ça, il reste très, très actuel. Floret. Simon parlait de confiance. Il me semble que alors, je vais prendre
Alors il a confiance en son histoire en fait, il a confiance en ses personnages, il a confiance en ses thèmes. Alors on va pas repartir sur ce qu'il raconte de l'Amérique aujourd'hui, mais c'est dans des niches, dans des niches de situation que cette confiance en fait est la mieux travaillée. Il y a 2 scènes par exemple qui m'ont marqué, où je me suis dit ça pourrait tomber totalement ridicule. Et finalement, ça marche parce que justement, il a confiance. C'est la scène de la Macarena dans Richard Jewell. Je ne sais pas pourquoi, mais le film est magnifique. On a beaucoup parlé des clairs-obscurs et de tout ce qu'il raconte, bien entendu. Mais bon, il a quand même réussi à filmer une Macarena, et ça, c'est quand même improbable, sans tomber dans le ridicule. Et la scène de fiesta, en fait, dans La Mule également, où il se retrouve dans une fiesta, pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais il se retrouve dans une fiesta parce que voilà, il doit convoyer de la drogue. Et il fait un 3 quelque chose avec 2 dames. Voilà, et c'est pareil, ici, ça pourrait être ridicule parce que c'est bon, Pépé, là, en fait, ta place n'est pas dans un recoin de dealer à faire la fête, mais plutôt dans un EHPAD. Et en fait, non, il a tellement confiance en sa situation, tellement confiance en ses personnages, à son action, qu'il arrive finalement à surélever tous ces films, même des films qui sont mineurs, parce que La Mule, même si c'est un très beau film, reste quand même mineur. Je ne parlerai pas de Cry Macho qui est vraiment tout en bas, hein, finalement de la filmographie. Qu'on a beaucoup trop mais Sully reste quand même un film impressionnant. Le cas Richard Jewell reste quand même un film impressionnant, surtout à cet âge-là. Il a quand même encore des choses à dire, mais surtout voilà, toujours cette confiance qui ne l'a finalement jamais quitté depuis le début de sa carrière. Docteur. Alors moi, je sais que pour rejoindre un petit peu Jean-Pierre, moi je trouve que ce qui est très intéressant chez Eastwood, et je pense que c'était déjà là, ça a toujours été là en fait, mais c'est de plus en plus accru en fait dans la dernière partie de sa carrière, donc depuis une quinzaine d'années, c'est que pour moi, il pose ce qui fait que ça marche encore Eastwood, c'est que c'est quelqu'un qui travaille en fait des choses qui ont à voir avec la mythologie en fait. Et je pense que ce côté universel de la mythologie, ça fonctionne toujours bien. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, une des questions principales du cinéma d'Eastwood depuis toujours, mais particulièrement depuis 15 ans, c'est tout simplement qu'est-ce que c'est qu'un héros. Qu'est-ce que c'est un héros? Qu'est-ce que c'est qu'une figure héroïque? Et une figure héroïque, non pas au sens de quelqu'un qui fait tout bien, mais une figure héroïque au sens mythologique du terme. C'est-à-dire voilà, comment est-ce qu'on construit une histoire autour d'un héros? Qu'est-ce que c'est qu'un héros? Et là où il est très contemporain, c'est justement comment on voit un héros. C'est-à-dire comment les autres, qui ne sont pas des héros, voient les héros. Et en fait, moi, c'est vraiment dans American Sniper, en fait, qui est pourtant pas c'est pourtant loin d'être celui que je préfère chez Eastwood. C'est vraiment dans American Sniper où je me suis dit, tiens, c'est marrant, il parle de ça. Puis après, il y a eu Sully, et je me disais, tiens, c'est marrant, ça revient sur que ça soit avec son propre corps ou avec le corps de ses acteurs, il parle toujours de ça. Mais en fait, on pourrait remonter beaucoup plus loin. Et on pourrait remonter à ces westerns, à Pale Rider, voilà, tout ça. Et où on pourrait remonter aussi à des films moins aimés, mais qui, je trouve, sont très intéressants de ce point de vue-là. Je pense notamment à ces 2 films de guerre. Et je pense notamment au premier. Mémoire de nos pères. Mémoire de nos pères, voilà, c'est ça, avec ces soldats qui sont utilisés pour une espèce d'argument publicitaire patriotique et qui, en fait, ne se reconnaissent pas dans l'image qu'on leur renvoie d'eux. Et ça aussi, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un mythe au sens cinématographique, narratif, etc. Et qu'est-ce que c'est qu'un mythe en tant que personnage? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est quand on est un mythe? Et Clint Eastwood ayant lui-même construit toute sa personnalité sur une persona mythique, il est très bien placé pour moi pour en parler et je pense que c'est vraiment ça c'est assez marrant de voir et pour élargir sur les vieux de la vieille qui tournent. Moi, c'est ça qui m'a surpris dans ces dernières années, c'est de voir qu'il y avait quand même des vieux de la vieille qui en avaient encore sous le capot, quoi. Et moi j'ai des souvenirs alors Clint Eastwood évidemment, hein, mais j'ai des souvenirs moi de comment il s'appelle ce film de Friedkin, ce film glauque là avec Killer Joe. Alors je me souviens de Killer Joe où j'étais ressorti en me disant mais mon Dieu que c'était sale ce film. Ah, qu'est-ce que ça faisait du bien. Je pense à des gens comme Spielberg. Et moi j'ai trouvé que dans les derniers films qu'il a fait dans les 15 dernières années, il y en a quand même pas mal, moi, qui sont parmi mes films préférés. Et je pense à Lincoln, The Pentagon Papers, moi je trouve que c'est un super film. West Side Story, moi j'ai beaucoup aimé. The Fabelmans, je trouvais très bien aussi. Enfin voilà, et je trouve que quelque part, je trouve qu'il est encore mieux maintenant, tu vois, que ce qu'il était il y a une vingtaine d'années. Et je suis pas d'accord parce qu'au début des années 2000, le Spielberg, il est en pleine bourse, c'est là qu'il fait ses meilleurs films. Hein. Oui, mais tu vois, par exemple, AI, par exemple, moi je suis vachement moins fan. Minority Report, La Guerre des Mondes. Et même Minority Report, même La Guerre des Mondes, qui est pourtant mon préféré probablement de la période, je suis
moins fan que de Lincoln ou de Pentagon Papers. Voilà. Mais peut-être parce qu'il y a un rapport au réel aussi qui a changé en fait chez Spielberg. C'est ton côté Il y a un démocrate. rapport à la notion de spectaculaire qui a changé chez lui et je trouve que voilà. Et donc voilà, Friedkin, Spielberg. Bon, De Palma malheureusement il n'a pas eu les moyens, mais je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu en avoir sous le capot. Et puis bah évidemment, on peut pas ne pas parler de lui, mais il y a George Miller quoi. Enfin, je veux dire qui est quand même le mec qui est quand même arrivé en disant poussez-vous les petits jeunes et qui a quand même ringardisé tout le cinéma d'action des années 2010. Je veux dire en 2 heures quoi. Et moi, pareil, le George Miller, moi, quand je suis sorti de George Miller, je me suis dit waouh, d'accord, ok, quoi. Il y a encore des mecs qui sont capables, des mecs en 70 ans. Et ça, enfin, je veux dire, ça donne de l'espoir dans la vieillesse, quoi. C'est pas mal, hein. On se dit ouais, c'est cool, je vais vieillir, mais peut-être que je serai quand même un peu créatif, je serai pas une vieille merde. Voilà, on se dit ça quand même. Quoi. Je serais un tout petit peu plus mesuré sur, enfin pas mesuré, mais je crois que Clint Eastwood, moi je suis un peu moins intéressé vraiment par les tout derniers films, mais je crois quand même que il y a le rapport à la mythologie et à la réputation, comme disait Tu as Jean-Pierre. défendu le 15h17 pour Paris, bec et ongles. Oui. Oui, mais en fait, c'est que je crois que là, il est plus raccord en fait avec l'Amérique, notamment depuis 2016. Je crois que c'est compliqué. Il y a 90 ans. C'est-à-dire que du coup, le rapport à la vérité et au réel est aujourd'hui problématique dans l'imaginaire américain. Ouais. Et je crois que là, pour le coup, il n'est plus totalement de son époque en fait. Enfin, il va pas faire un film sur TikTok, quoi, tu vois. Enfin, Non, mais il y a des choses à dire sur. Mais je trouve que Richard de Trump. Ouais, mais Richard. Ah bah oui, non, mais c'est pas Clint Eastwood qui va aller dire les choses sur Trump. C'est ça, mais c'est pour ça que pour moi, il est plus tout à fait en raccord en fait. Mais de toute façon, la période Trumpiste, c'est une période compliquée parce que comment tu parles d'une période qui est déjà une caricature en elle-même. South Park. Ouais. Civil War, voilà, c'est ça. Ouais. Civil War. Ouais. Il y a des gens Civil qui War racontent, ou Don't il y a des gens qui racontent n'importe quoi dans le public. Hein. Don't Look Up, quoi. Mais tu vois, ça a pas donné des. C'est ça le truc, c'est ça qui est marrant, c'est que de voir que la période Bush, en fait, a donné des, peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais a donné des vraiment bons films, alors que la période Trump, en fait, a complètement annihilé l'envie des. Tu veux dire que c'était un meilleur président pour le cinéma, George W. Bush. George Bush Junior, carrément. Carrément. Ah, et d'ailleurs, alors pas que pour le cinéma, d'ailleurs pour le hip-hop américain, de la même manière. Ça a été une des meilleures périodes du hip-hop début des années 2000, avec de très bons textes, très bons albums. Et pareil, Trump, d'un point de vue culturel, moi je trouve que Trump, ça a annihilé complètement toute possibilité de critique. C'est-à-dire qu'en fait, Trump pour moi, c'est vraiment le geste capitaliste ultime, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement caricatural en soi que de toute façon, tu peux même pas produire un discours qui aille contre cette caricature parce que la caricature est trop outrancière en fait, elle annule toute forme de critique en fait. Et le cinéma pour moi s'est retrouvé complètement bloqué en fait. Bloqué, oui. Mais comme alors bon après là, dans le cinéma français, faut pas trop demander, mais est-ce qu'il y aura un jour un cinéma français sur le macronisme quoi? Il existe déjà le cinéma macroniste. Oui, le cinéma macroniste, Ah oui. Le cinéma sur le macronisme quoi. Le sens de la fête, tout ça, c'est ouais, voilà. macroniste. Et oui, les Trois Mousquetaires. Mais sinon, voilà. Donc ça, et je trouve que là, la période, c'est pas simplement une période de problème de rapport à la vérité, c'est une période aussi de rapport à l'image, justement. C'est-à-dire que l'image est devenue tellement débile qu'en fait, tu peux plus produire The Second Civil War, par exemple. Il y a quand même un film sur la quelque part. Macronie. Il y a La France contre les robots, le court-métrage de Jean-Marie Straubert. Voilà, mais qui n'a pas été un grand succès, quoi. Tu vois, Pourquoi je t'ai invité Mais quand même. Non, mais c'est très bien parce qu'on parlait de vulgarité et d'images un peu débiles. C'est aussi ce qu'on colle au cinéma du meilleur d'entre eux, vraisemblablement. Donc, le cinéma de Michael Bay. Je pose mon micro. Qui, quand même, en 15 ans, a vécu des changements en termes formels et presque théoriques passionnants. Puisqu'il commence donc en 2009 avec un de ses plus grands chefs-d'œuvre qui est le Transformers 2 Revenge of the Fallen, qu'un camarade avait résumé comme un mélange entre Kandinsky et les Sex Pistols. Ce qui est absolument vrai. Et finalement, toute son évaluation dans toutes les années 2010, le passage à la 3D, un changement véritablement de mise en scène, le passage sur les plateformes, ça a vraiment influé et changé tout son cinéma, à la fois parce qu'il est passé lui aussi par une franchisation beaucoup trop prégnante, on va dire, avec les 5 Transformers, où clairement les 2 derniers, il y a encore de très bons éléments relativement gonzo, mais c'était un peu poussif. Et entre chaque grosse gloumoute comme ça, il faisait, je trouve, des films qui, en termes formels, étaient beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a bien pu vouloir dire, notamment avec The 13 Hours, avec Pain and Gain, avec Six Underground. Et je sais que c'est grâce au cinéma de Michael Bay qu'un camarade autour de cette table, donc Simon Lejeune, qui pourtant était plutôt intéressé par les films après 1975, n'intéressait a priori pas du tout. Et je sais que c'est avec le 13 Hours de Michael Bay que Simon a été un peu, on va dire... réconcilié. Voilà, et tombé en amour avec le cinéma contemporain. Pourquoi, Simon ? C'est vrai que ça m'a relancé dans
dans le cinéma contemporain, peut-être au début parce que c'était simplement un remake d'Alamo avec 5 types super forts contre une armée d'ennemis qui était un peu curieux. J'avais regardé d'ailleurs Ça s'appelle les Arabes, Simon. Ouais, oui, non, c'était la... J'avais regardé à ce moment-là le rapport qui était sorti, le rapport militaire en fait de l'opération, parce que Michael Bay a vendu ça comme la vraie opération, et Trump avait même une salle à lui où il avait les séances étaient gratuites en fait pour le film dans sa salle, pour leur dire venez voir ce qui s'est vraiment passé. Et en fait ces 5 types n'étaient pas contre 500 autres personnes, mais contre 2 tireurs d'élite qui les ont massacrés en fait. Tu veux dire qu'il a un peu exagéré. Oui, c'est ça. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir qu'il y avait quand même beaucoup de discours sur le film qu'il raccrochait à Ford, à des figures très connues du cinéma américain, en disant bon, c'est un hommage aux soldats, etc. Et qui était basé sur peut-être un peu comme chez Ford, mais quand même un mensonge qui était absolu en fait et récupéré. Mais cela dit, le film en termes d'action était un des meilleurs films pour moi de guerre en fait de ces dernières années, d'un point de vue assez léger quand même, mais un vrai film qui est assez efficace. Qui est de toute façon qui est plus un film de guérilla qui s'inspirait plus de la chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Oui, c'est ça. Qui est lui aussi qu'un cinéaste qui est en pleine bourre depuis 15 ans. Il fait son blockbuster par an quand même, mais c'est vrai que dans le cinéma de Michael Bay, en termes de mise en scène, même si je me suis un petit peu réconcilié avec le cinéma de Ridley Scott, surtout grâce aux 10 dernières années avec Cartel et avec que Prometheus par exemple, mais je trouve que quand même dans le cinéma de Michael Bay il y a quelque chose en termes de mise en scène qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il pousse l'abstraction, j'aurais jamais dû partir, la violence et presque la stupidité gratuite finalement de la mise en scène à un niveau rarement atteint. Dans le Transformers 2, c'est vraiment l'apex, le chef-d'œuvre, mais qui retrouve un petit peu ces doses de vulgarité qui font le sel de son cinéma dans le film qu'il a fait pour Netflix dans Six Underground, justement, où je me rappelle que les 20 premières minutes, on était tous mais comme des oufs. J'avais l'impression d'avoir pris un bol de coke. Je m'inscris en faux. Et même quelqu'un, donc Thibaut, qui pourtant déteste le cinéma de Michael Bay, était ressorti euphorique de sa vision du film. Et c'était peut-être pour moi la plus belle chose que le film ait pu m'apporter, c'est que Thibaut soit converti au cinéma de Michael Bay. Voilà, c'est ma plus belle preuve d'amour envers toi en fait. Merci. Oui, à titre perso, oui, disons que j'ai toujours trouvé Michael Bay très con en fait, mais bon, et puis il y a Six Underground qui arrive, et je sais pas pourquoi ça. Qui est clairement peut-être le bas du panier de sa filmographie. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai kiffé. Et du coup, ça me fait revoir toute sa Du coup, je me suis retapé tous les Transformers derrière et j'ai kiffé. Je trouve toujours que Pain and Gain est un film complètement débile et qui ne sait pas ce qu'il filme en fait. Ça arrive à d'autres réalisateurs. Mais il y avait disons que dans Six Underground, il y avait quelque chose qui fonctionnait. Alors, il y a bien entendu, il y a les idées à la con, les ultra boss. Mais la destruction de Florence au début, la destruction de la beauté d'une des plus belles villes du monde, c'est quand même un geste. et arriver à iconiser Mélanie Laurent, c'est quand même un geste également. Alors là, je dis chapeau. C'est un malentendu ou pas sur No Pain No Gain, parce que tu évoquais cette vulgarité des années Trump et autres qu'il a pressenti d'une certaine façon dans son film. Il y a eu un malentendu critique autour du film, non? Ouais, parce que le film a été extrêmement bien reçu, y compris par les gens qui n'y avaient pas, alors que c'était juste Michael Bay pour les nuls finalement. C'est-à-dire que toute la vulgarité qu'il mettait quand on voyait genre les couilles de robot ou bien je sais pas un robot qui se branle sur la jambe de Megan Fox, était déjà présent dans ses films précédents, joué avec des cadavres qui sont voilà dans Bad Boys 2 par exemple. Tous ces éléments de vulgarité marquée, on va dire, était déjà présente dans tout son cinéma. Et finalement, ce qu'il faisait avec Pain and Gain, c'était le rendre accessible à une critique plus noble. Et évidemment, le film a été très bien reçu à l'époque de sa sortie, alors que le film n'est pas différent du cinéma qu'il faisait d'habitude. Avec même un discours sur la crétinerie qui est mal passé chez certains. Mais, en fait, je suis assez d'accord avec ça. Je crois qu'à l'époque, j'avais mis Pain and Gain dans mon top de l'année, il me semble. Mais je crois que je m'étais fait un peu piéger par le film, pour le coup. Je pense que je le reverrai aujourd'hui, je serais quand même beaucoup plus critique. C'est la marque des génies, ça, Jean-Baptiste. Mais en fait, je pense que tu as... C'est escroc, ça. Non, mais tu as totalement raison là-dessus. Merci. Pour le coup, je pense que Bad Boys 2 est bien plus assumé, pour le coup. Oui. Et quand bien même le film est beaucoup plus indéfendable... Bah si, c'est indéfendable à tout niveau si tu veux, à tout niveau. Mais c'est aussi pour ça qu'il est intéressant et qu'il est
cool à regarder, c'est que c'est drôle si on. Alors que Pain and Gain. Bientôt donne en des film airs de dimanche soir à l'Arvor, respectabilité peut-être. Qui, à mon sens, maintenant, sont pas acceptables en fait concrètement. Et Six Underground, effectivement, moi, je rejoins Thibaut, ça fait rire tout le monde, mais c'est un vrai geste. Et moi aussi, les 20 premières minutes m'avaient beaucoup plu. Mais parce que c'est un truc de gros bourrin débile. Et pour le coup, comme Bad Boys 2, ça m'avait fait beaucoup rire. Sauf que les Mais gros c'est bourrins irresponsable. débiles font rarement des bons films parce que quand tu vois un mec comme Peter Berg par exemple, c'est rarement du beau gros bourrin débile. À part dans Battleship, parce qu'il fait un sous Michael Bay justement. Oui, mais il y a une différence entre faire un bon film et faire un truc bourrin débile, si tu veux. Je veux dire, dans ce sens, enfin, Terminator 3, les séquences de poursuite dans le camion, elle est bourrin débile, mais le film est nul, tu vois. Enfin, il y a des trucs dans Fast and Furious, il y a plein de trucs bourrin débiles, mais les films sont pas bons dans l'absolu. Enfin, faut quand même être un peu honnête. T'avais des étoiles dans les yeux, Jean-Baptiste. Oui, évidemment, on a toujours des étoiles dans les yeux quand on parle de Fast and Furious. Oui. On parlera sans doute. Mais pour le coup, en termes de vulgarité, de débilité, etc., je préfère les Fast and Furious Michael Bay, par exemple. Au moins, je trouve que ça n'a jamais eu la prétention d'être dans la logique autorisante, ce que Michael Bay a amené avec lui de certaine façon, à cause de nous, entre autres. Hein. Mais pas que. Il nous a écoutés. Il nous a écoutés et il a cru que c'était un auteur. Non, mais voilà, au moins dans les Fast and Furious, il n'y a pas cette prétention-là. Pour le coup, je serais plus agréable. Et puis, il s'autocite aussi à l'intérieur de ses films, de mettre les propres posters de ses films à l'intérieur. Enfin, c'est vrai que. Je pense que. Godard le fait aussi, pourtant, ça te dérange pas. Hein. Toc. On va faire une pause musicale. On parlait donc de gros films Badaboom et on va se diriger vers une autre cinématographie. Once again, we send off my war rig to bring back gasoline from Gastown and bullets from the bullet farm. Once again, I salute my Imperator Furiosa, and I salute my half-life cowboys, who will ride with me eternal on the highways of Valhalla. I am your Redeemer. It is by my hand you will rise from the ashes of this world. Pandemonium! People here have gone completely crazy. In 14 years, we've never seen anything like this. It's a whole new world, baby. It's a whole new world. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Stylab et donc c'était Natou Natou, extrait de la bande originale de Triple R, encadré par un extrait de Mad Max Fury Road et ensuite donc de Speed Racer des Wachowski. On va quitter le cinéma américain malheureusement, si on n'a pas le temps, on n'a pas trop parlé du cinéma du milieu et des autres auteurs qui existent et qui nous ont ravi les pupilles, mais donc on va se diriger donc car il n'y a pas que le cinéma américain mais il y a aussi le reste du monde à part la France bien évidemment. Les restes du monde, on va essayer de faire un petit point sur les autres cinématographies car comme on le disait, le cinéma américain a pu largement nous décevoir ou moins nous intéresser, mais heureusement qu'il n'y a pas que l'Amérique dans la vie. Et oui, je sais que c'est étonnant, mais il y a plusieurs pays qui nous ont intéressés, notamment les cinémas d'Extrême-Orient de manière générale, que ce soit Hong Kong, même si Hong Kong c'est pas la grosse santé, il y a encore quand même des metteurs en scène qui font des choses qui nous intéressent, la Corée du Sud et puis Taïwan. Est-ce qu'on va commencer directement dans le dur avec la Corée, puisque nous avons quand même quelqu'un qui parle régulièrement en OPEX en Corée du Sud pour plonger un petit peu pour nous dans ce monde interlope et étrange que nous ne connaissons pas. Donc la Corée du Sud, le petit point Corée du Sud, Simon, à part Hong Sang-soo, sur lequel on va revenir après, qui a fait 20 films en 15 ans à peu près. Oui, non, mais je suis un escroc parce qu'en fait, là aussi, je pioche les cinéastes et c'est encore de l'auteurisme qui parle. Donc, pour te donner une vision d'ensemble, ça va être tiré par les cheveux, si ce n'est que, en fait, le cinéma sud-coréen, il avait déjà pris le pli du fonctionnement qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. C'est un cinéma qui est produit par des multinationales globalement. Le cinéma du milieu sud-coréen, sur la période de notre activité, c'est malheureusement dilué, a disparu. Hein. Il y a encore des auteurs indépendants et puis des grosses productions, mais entre les deux, c'est beaucoup plus complexe. Parce que le cinéma de Corée du Sud, c'était quand même le cinéma qui, au début des années 2000, était en grosse bourre, justement. Il y avait pas mal de films qui sortaient chez nous, que ce soit en salle ou bien en vidéo. Les premiers films de Bong Joon-ho, des films de Naong Jin, un petit peu plus tard. Oui, c'était beaucoup lié au cinéma de genre. Hein. C'était vraiment les thrillers, les films policiers.
qui cachaient, c'était des arbres qui cachaient une assez grande forêt d'un cinéma qui, grâce à un système de quotas, a protégé ses écrans en partie d'une invasion trop américaine, même si c'est un pays qui a des relations économiques très développées avec les États-Unis qui font que, évidemment, les films américains sont très bien distribués là-bas. Néanmoins, les salles coréennes ont permis à un cinéma de comédie, de thriller aussi, que nous on a un peu vu. On n'a pas vu les films plus familiaux, mais ça a permis comme cela une solidification d'un système de financement qui par ailleurs emprunte plutôt un modèle français. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce mix des deux. Donc l'idée d'un cinéma national qui peut être comme cela promu grâce à un système assez solide. Néanmoins, des auteurs comme je pense à Lee Chang-dong par exemple, qui a quand même réalisé sur la période qui nous intéresse un film comme Burning, qui est un film je pense vraiment important. Lui n'a plus fait les entrées que ce cinéaste pouvait faire il y a encore 15 ans en Corée du Sud, et on voit bien que voilà, ce cinéma du milieu a eu tendance à disparaître, et si Hong Sang-soo a résisté, c'est parce qu'il a eu l'idée de créer sa petite société, d'être sur un roulement, si j'ose dire. Qui tourne dans un système de production qui ne nécessite pas de gros investissements financiers. Ça, il paye pas ses comédiens, mais qui sont des comédiens relativement connus, donc, qui attirent un minimum de spectateurs. Et comme puis, tous les petits patrons de gauche, finalement, le rushing à payer ses petits employés. Mais voilà, ça reste une exception. Néanmoins, des cinéastes comme Park Chan-wook, Bong Joon-ho ont pu continuer à se faire remarquer un peu partout, mais là c'est vraiment la dimension autoriste qui a permis aussi de les montrer aux États-Unis, en France, au Japon aussi, où ils ont un certain succès. Parce que c'est vrai que les films, qu'ils soient de Corée du Sud, du Japon, de Hong Kong, finalement, les films qui arrivent le plus facilement chez nous, c'est soit ceux d'anciens gros noms du cinéma, il y aura les Johnny To, il y aura même plus les John Woo, mais les Choi Ark, ils sortent encore chez nous, et finalement ça va être soit les anciennes gloires finalement du cinéma, soit les nouveaux films de tape qui sortent. Il y a quelques films de Pif Paf que fait encore Hong Kong qui sortira chez nous, en Corée du Sud aussi, avec The Roundup, avec les derniers trains pour Busan, et il y a du coup d'autres cinémas d'Extrême-Orient, on va dire, qui sortent aussi, comme l'Indonésie, avec The Night Comes for Us, avec The Raid de Gareth Evans, mais finalement c'est qu'une toute petite portion du cinéma qui arrive jusque dans nos contrées, alors qu'ils ont une production qui est quand même relativement gigantesque. Et je sais que Erwan, par exemple, l'autre Erwan, le doc, s'intéresse à ce genre de cinéma de pif-paf, et je sais que ça a quand même du mal à arriver chez nous, sauf par des billets, on va dire, où la légalité n'entre pas en ligne de compte. Disons que le problème, c'est que le pif-paf, de toute façon, ça restera toujours une niche. C'est-à-dire que, vous n'allez pas emmener... les films d'arts martiaux, c'est pas l'idéal pour un rencard, quoi. Enfin, voilà. Ça peut, hein, mais c'est pas forcément l'idéal pour un truc en famille. Qui n'aime pas une bonne bagarre. Et c'est vrai que c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir que à la télévision, la violence graphique est devenue beaucoup plus importante. Mais j'ai l'impression que ce frein vis-à-vis de la violence, il existe toujours en fait au cinéma. Et notamment, tu vois justement des films indonésiens comme The Night Comes for Us. Où les gens deviennent littéralement. Voilà. Ça c'est des films qui peuvent sortir qu'en plateforme, parce qu'en fait, alors il y a eu des essais. Hein. Il y a eu The Sadness par exemple, qui est où ils ont essayé de faire une espèce d'hommage à la catégorie 3. Alors, qui n'est pas forcément totalement réussi, mais moi j'ai trouvé que c'était un film qui tentait au moins, qui a au moins justement assumé une certaine forme de vulgarité, de crudité que moi j'ai trouvé assez rafraîchissante. Avec un côté presque film trauma en fait, mais en mieux foutu en fait, mais avec quand même quelque chose, moi je trouve d'assez léger. Et en fait, je crois que c'est un peu, moi je trouve le problème, et en même temps, je trouve que Bong Joon-ho par exemple et Park Chan-wook en Corée du Sud, moi je trouve que dans les 15 dernières années, ils ont sorti pour moi leur meilleur film. Mademoiselle de Park Chan-wook, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Moi je trouve que c'est vraiment un super film. Et Bong Joon-ho, mon cœur balance toujours entre le transperce-neige, Mother et Parasite, quoi. Je veux dire, avec peut-être une préférence pour Mother parce que c'est peut-être celui qui est le moins saillant, mais peut-être un de ceux qui sont le plus Bong Joon-ho justement en termes de thématique. Donc, et en fait, tous ces réalisateurs-là, ce qui est un peu chiant en fait, c'est qu'en fait ils gagnent en respectabilité. Et du coup, le côté... moi, j'ai très peur, par exemple, de ce que va faire Bong Joon-ho après. J'ai très peur que ça s'agisse... Mais il en sort un cette année. Ouais, il en sort un cette année qui, je crois, est tourné aux États-Unis en plus. Donc là, j'ai très très peur pour ça. Parce que Park Chan-wook, il a essayé aussi d'aller aux États-Unis.
Ça a donné Stoker qui est Kim pas. Ji-woon aussi. Hein, Voilà. pas terrible. Kim Ji-woon aussi. Bon voilà. Donc donc on arrive au point en fait où on est toujours un peu avec le même problème avec les auteurs finalement étrangers, c'est-à-dire ils gagnent en respectabilité, ils vont perdre en folie. Et il faut espérer qu'il va y avoir une nouvelle génération de foufous derrière qui va marcher. Mais par exemple Hong Kong, pour l'instant c'est terminé. Hong Kong. Enfin, pour l'instant, pour moi, Hong Kong, il y a quelques épiphénomènes. Ouais, mais voilà, ça reste des choses. On est revenu à des trucs très très rares. En fait, la majorité de la production hongkongaise, c'est pas très intéressant. Cinéma japonais, c'est toujours un petit peu un cinéma fragile, même encore aujourd'hui, même s'il y a des très très bonnes choses. Enfin, moi, j'ai vu que des très bons trucs japonais, moi, dans ces dernières années. Et le cinéma coréen, pour moi, est en train de se rapprocher un peu du cinéma japonais. C'est-à-dire que nous, on va voir une petite portion qui seront un genre de rond. Les films d'auteur, et en même temps, c'est un peu injuste parce que moi, je trouve que Park Chan-wook et Bong Joon-ho et Na Hong-jin, c'est pas du rond justement. Mais ça devient, en fait, moi, j'ai très peur que dans les années qui viennent, il se passe avec eux ce qui s'est passé en fait avec Takeshi Kitano, par exemple, il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire des mecs qui sont comment dire, au top dans du tous les hip-hop, prix dans les festivals, qui sont au sommet, qui sont au top, et puis du jour au lendemain, ils font un film qui plaît pas à la critique européenne, et la critique européenne décide de les éliminer totalement. Et du coup, les films sortent plus. Et Johnny To et Takeshi Kitano, c'est exactement ce qui leur est arrivé. Ils ont fait des films qui ne correspondaient pas à ce que la critique européenne voulait d'un film de cette origine-là. Et donc, du coup, ils ont été mis de côté. Alors que pour moi, ça reste des mecs importants dans leur cinématographie respective. Je fais une incise juste avant Thibaut pour donner des nouvelles de Park Chan-wook parce qu'il est là, en tout cas, alors il va bien. Il est à la réalisation d'une série américaine, enfin une série en tout cas produite par une plateforme qui s'appelle The Sympathizer et qui est une série extrêmement intéressante formellement où ça parle de la guerre du Vietnam et sur la question du contre-espionnage. Et c'est vrai que c'est très inventif formellement. Donc voilà, à voir. J'ai pas vu sa première mini-série qui est tirée d'un bouquin de John Le Carré. Donc visiblement, l'espionnage, ça a l'air d'être un peu son truc. Ouais. En tout cas, sous le format télévisuel. Thibaut. En 15 ans, il me semble qu'on a vécu... Alors, je rebondis un petit peu sur ce que dit Erwan, mais on a vécu l'avènement de peut-être le plus grand cinéaste contemporain en la personne de Bong Joon-ho, parce que même dans nos tops à partir de 2008, Mother rentre en ligne de compte. Je me souviens quand on avait parlé de Snowpiercer ou de Okja, mais surtout de Snowpiercer, qui était quand même une claque assez cosmique. Et puis il y a eu l'avènement Parasite qui a eu du succès partout, qui a eu du succès tout le temps. Et en effet, Bong Joon-ho avec Parasite est devenu, à mon sens, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand cinéaste contemporain. Après, moi je suis d'accord, je rejoins les doutes en attendant Na Hong-jin, bien entendu. Parce qu'on peut aussi parler de la montée en puissance de Na Hong-jin avec The Strangers notamment, qui est un film d'une folie absolument et il a éclatante. rien foutu depuis, quoi. C'est en 2016. Ça arrive depuis. Mais voilà, après Parasite, tu fais quoi? Parasite avait réussi à attirer le grand public, à proposer les thématiques Bong Joon-hien, si on peut dire ça, je mets ça entre guillemets bien entendu, et à les rendre accessibles au plus grand public. Mais on fait quoi après? Tu fais quoi après Parasite? Là, c'est la grande question. Alors si après il va tourner après aux États-Unis et qu'il y a un effet Takeshi Kitano, en effet ça pourrait être dommageable. Mais j'espère que ça sera pas le cas. Mais voilà. Normalement, quand tu es un 15 ans cinéaste et que tu tapes genre un Oscar, après c'est le film où tu fais n'importe quoi. Espérons. Il a déjà tourné avec une plateforme. Bon, là, maintenant, il part à Hollywood et puis il va revenir, sûrement. Mais il y a eu Parasite, en fait. Et Est-ce que c'est le meilleur film de Bong Joon-ho? Je ne pense pas. Non. Est-ce que c'est le film qui fait somme de toute la carrière de Bong Joon-ho? Peut-être. Et du coup, on a eu la chance, en fait, de vivre ça, de vivre l'avènement de Parasite, de vivre la Palme, les Oscars et un succès public absolument éclatant en France. Je n'ai pas les scores en tête, mais je crois qu'on est à 4 millions d'entrées, un truc comme ça. Donc ça c'est plutôt encourageant et j'espère que ça a permis aussi à tout un spectatoriat, je ne sais pas si le terme est correct, un public, oui, d'aller un petit peu fouiner, diguer un petit peu ce qui faisait
et actuellement en Corée du Sud, et ce qui se faisait un petit peu avant, et de passer un petit peu l'écueil du polar thriller, et de le voir un petit peu ailleurs. Ouais, mais alors ça par contre c'est un peu le problème quand justement les gens qui font plutôt du genre et puis qui font du polar qui est quand même le genre le plus respectable en littérature et au cinéma avec le western, quand ils se mettent à faire d'autres choses, c'est-à-dire à faire du film de série A, à faire de la chose respectable, c'est comme en littérature en général c'est des mecs qui se vendent. C'est-à-dire que quand tu fais un genre qui est respectable, un genre qui est noble et un genre qui est populaire comme le polar ou bien comme le western, et que d'un coup tu veux te mettre à faire des films de série A, c'est là que en gros tu vends ton cul et finalement tu veux rentrer dans un système où justement tu vas te taper des récompenses, tu vas taper des Oscars, où a priori tu auras après des plus gros budgets et de la thune des Américains, mais du coup c'est pas là qu'ils vont faire leurs meilleures choses parce qu'ils vont rentrer dans un système dans lequel ils ne sont pas maîtres et ils vont mettre justement de l'eau dans le vin de leur genre, on va dire. Juste une petite parenthèse pour mettre en avant le travail éditorial de certains éditeurs DVD Blu-ray, notamment Spectrum Film, avec qui on a des relations privilégiées. Mais quand je disais que le public pouvait aller creuser, un petit peu diguer sur ce qui se faisait en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est, il faut mettre en avant aussi le travail de nombreux éditeurs et notamment de Spectrum qui balance de la qualité en fait finalement à chaque Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement on n'en a pas parlé, mais que comme l'offre de cinéma en salle à un moment donné nous plaisait moins, il y avait heureusement beaucoup d'éditeurs de DVD comme Carlotta, comme Wildside, Extra Lucide maintenant, et les torrents Intersection. ne font pas tout. Voilà, exactement. J'allais juste revenir aussi un peu au début de l'émission en 2008, c'est que on va notamment avec Simon et puis Yannick Kernek, le fondateur quand même, de rendre à César ce qui est à César de cette émission. Et avec, on était 4 avec Morgan aussi, Brigny. Nous sommes partis au festival Deauville-Asie qui n'existe plus et on découvre en fait The Chaser. Naonjing est devant nous, sur le rang devant. Et là, on découvre The Chaser, et c'est vrai que c'est une. Voilà, là, il y a quand même quelque chose qui se passe. On aura suivi ça. Et c'est vrai que moi, j'avais au moment de la 3e saison à peu près de l'émission de radio, en fait, je commence à aller dans les festivals. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi cette question économique, encore une fois, une question aussi de la distribution des films. C'est vrai que ce qui est très juste pour Kitano, c'est il a été oublié. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça ne se fait plus le lien avec la sortie des films en France, mais on voit bien que l'exposition, notamment cannoise, faut toujours le dire, parce que c'est Parasite à la Palme d'Or, c'est pas rien non plus dans la médiatisation du film à l'international, et pour nombre de films. Et c'est vrai que les festivals comptent, puisque c'est là-bas effectivement qu'on fait son marché, entre guillemets, et qu'on peut découvrir des films, soit qui vont sortir après, soit qui ne vont pas sortir. Et c'est vrai que le cinéma d'Extrême-Orient, en tout cas d'Asie du Sud-Est, aura été quand même... je dirais, on a à la fois eu la fin d'une période, puisque les années 90-2000 ont été notamment celles de Wong Kar-wai et de Hou Hsiao-hsien, qui sont d'immenses cinéastes, qu'on a moins, qui a eu moins de nouvelles. On a eu quand même The Grandmaster de Wong Kar-wai, mais on va dire qu'il y a eu aussi l'émergence de grands talents quand même, notamment de Chine, que ce soit aussi des Philippines, avec un cinéaste qui est difficile à exploiter en salle, qui s'appelle Lav Diaz, qui fait des films très longs, mais qui sont quand même, je pense à Norte, je pense aussi à un autre film que j'avais pu découvrir en festival. Et c'est toujours un peu cette problématique-là aussi, ce que tu disais, Thomas, c'est que heureusement qu'il y a donc des distributeurs, mais c'est toujours compliqué, on va dire, après, en termes d'entrée, de rentabilité. On sent que là, maintenant, on est en 2024, beaucoup de distributeurs sont quand même au bord de la banqueroute. Mais heureusement qu'il y a par exemple des petits cinémas de province comme le cinéma Arvor qui nous accueille ce soir, qui font un travail absolument formidable de programmation de cinéma des patrimoines, mais aussi des cinémas des restes du monde, Erwan, on peut le dire. On peut le dire. N'ayons pas peur de dire les choses. On peut le dire, mais c'est vrai que on a quand même des nouvelles d'Asie du Sud-Est qui nous arrivent par les festivals et les sorties en salle grâce justement à des distributeurs. Je pense que par exemple une cinématographie qui n'est pas... extrêmement, je dirais, identifié. On a pu voir
un film d'une jeune cinéaste malaisienne il y a quelques mois qui s'appelle Tiger Stripes, qui est un film très étonnant, un film fantastique qui fait penser à la fois un peu à du Verazeta Cool, puisque c'est aussi l'autre cinéaste important de la période en Thaïlande. Et c'est vrai que lui aura eu une palme d'or avec Uncle Boonmi. On aura pu voir... moi, c'est celui que je préfère, c'est son Memoria, son dernier film que je trouve vraiment extraordinaire. Et l'Asie du Sud-Est compte véritablement dans le cinéma de ces 15 dernières années, et puis qu'on aura vraiment accompagné, je crois, dans l'émission au fur et à mesure. Et c'est vrai que le cinéma japonais, il y a le cas Kiyoshi Kurosawa aussi, qui nous a quand même tenu quand même pendant toutes ces années. Comme il est ultra productif, en plus, Kurosawa, ça permet d'en parler assez régulièrement. Oui, c'est ça. Simon. Non, j'allais évoquer aussi son élève Ryusuke Hamaguchi, qui a un peu pris la relève, même si c'est pas sur le cinéma de genre. Mais je pense qu'en fait, il y a un paradoxe. On a une chance en France qui devient une frustration, c'est qu'en fait, on est quand même, en termes de distribution et d'exploitation, grandement ouvert sur beaucoup de cinéma du monde. Donc, et là, on se rend compte qu'on n'a que la partie émergée de l'iceberg. Mais en fait, il faut aussi penser qu'il y a des spectateurs, même si évidemment via Internet c'est beaucoup plus décloisonné, mais il y a quand même des spectateurs qui ne voient pas le quart de ce qu'on peut espérer voir, et donc qui cartographient encore moins ces cinémas. C'est simplement qu'on est quand même frustré parce qu'on n'a que des petites entrées et qu'on se rend compte qu'il y aurait potentiellement des histoires aussi, bien sûr, à redécouvrir, et puis des cinématographies actuelles à appréhender. Donc voilà, c'est un paradoxe, je pense, assez français, une chance qui est aussi une frustration, d'une certaine façon. Parce que c'est vrai que sur le côté un peu théorique de l'émission et je dirais des idées qui nous ont, comment on va dire ça, mués. Oui, ou qui ont véhiculé notre manière de concevoir notre rapport au cinéma. Tu as cité tout à l'heure Jean-Patrick Manchette. Je pense aussi à quelqu'un d'autre qui m'a beaucoup marqué à un moment donné, c'est Jean-Claude Biette. Et Jean-Claude Biette disait en 88 justement qu'en fait il faut toujours faire le ménage. Cette expression de faire le ménage, c'est-à-dire qu'en fait quelque part il faut toujours refaire l'histoire du cinéma. Elle est jamais figée, il y a toujours quelque chose à redécouvrir. Tu parlais de Ryusuke Hamaguchi, il y a aussi un autre cinéaste qui est très étonnant au Japon, qui est Koji Fukada. Il y a aussi Katsuyo Tomita qui est extraordinaire. Fukada, justement, c'est une des déceptions, moi, je trouve, sur ces 15 ans. Ouais. Quand on voit Revoir l'été, on se dit c'est formidable, quelqu'un qui a une liberté comme cela, une liberté de ton et une forme très accueillante. Et en fait, en creusant sa filmographie, on se rend compte que c'est un cinéaste non seulement assez académique, mais même franchement parfois problématique sur certaines façons d'aborder certains sujets. Donc ça fait partie de moi des cinéastes qui m'ont beaucoup déçu parce qu'il était très actif et très distribué. On se rend compte aussi qu'il y a des choix de distribution qui sont finalement relativement discutables, qui relèvent presque d'un exotisme qu'on pensait mort et enterré, surtout dans le cas de la cinéphilie qui a réussi en France à éviter beaucoup cela. Et on se demande parfois pourquoi certains films atteignent nos écrans sur Shokusai ou je ne sais quel, ou Okusai, excusez-moi, ou tel artiste qui a un film bien académique produit par un gros studio qui n'aurait pas dû sortir de l'archipel et qu'on voit en salle, distribué, sous-titré, accompagné, et qui nous tombe des yeux en fait. Sur la distribution, de toute façon, tu disais ça que Erwan disait et toi aussi Simon, on voit une partie de l'iceberg, mais nous en France, c'est vrai qu'on a la chance de voir quand même un large panel de cinéma différents, mais il y a toujours, même si ça a changé depuis 2-3 ans, qui est quand même l'industrie du cinéma, une des plus florissantes, une des plus intéressantes, une des plus passionnantes et une des plus mal distribuées en fait dans le monde, que sont les cinémas indiens, qui notamment depuis 10-15 ans sont quand même en pleine bourre, produisent des choses absolument incroyables et puis qui sont fascinantes, mais qu'on un peu de mal quand même à trouver le chemin des salles obscures, à part dans quelques séances comme ça qui seront plutôt, on va dire, uniques, alors que ce sont des cinémas qui se sont constamment renouvelés, qui, début des années 2000 et on va dire au milieu des années 2010, étaient encore un certain cinéma qui était soit, on va dire, dans la veine traditionnelle des grands maîtres indiens qui les ont précédés, et en même temps, dans les films d'action, était
très influencé justement par le cinéma américain Badaboom. Donc, on parlait de Michael Bay tout à l'heure, avec un côté fluo, vulgose, qui était très marquant dans leur production. Et quand ces films-là ont déboulé en France par des biais plus ou moins légaux, on ne savait pas vraiment comment les prendre. On se demandait, est-ce que c'est du folklore ou alors est-ce que c'est juste du mauvais goût? Et plus on a accès au cinéma indien, finalement, on voit qu'il y a une matière de mise en scène, une forme de cinéma qui leur est propre, qui mêle à la fois un folklore local selon les différentes régions et une puissance de mise en scène, comme, excepté dans le Mad Max de Miller qui est sorti en 2015, j'ai jamais revu dans tous les cinémas américains ou tous les cinémas d'action du monde, que ce soit les grosses gloumoutes qui sont faits en Russie, en Chine, les gros trucs de propagande qui peuvent être hyper impressionnants mais qui finalement n'apportent pas grand chose. Tsoyark mis à part quand même. Voilà, Tsoyark étant à part évidemment parce que c'est le plus grand cinéaste vivant, encore en activité bien évidemment, mais il y a quand même dans les cinémas indiens des choses en termes de mise en scène, en termes de discours, en termes de force politique, en termes de violence politique, notamment dans le cinéma du sud de l'Inde, où clairement il y a un aspect très intéressant, c'est qu'ils aiment vraiment pas du tout la police. ce qui donne quand même des choses assez fascinantes en termes de violence, en termes de violence de discours et de violence graphique, qu'on voit finalement très peu dans les autres cinémas du monde. Parce qu'à la fois, il y aura parfois une certaine candeur, un vrai côté très mélodramatique des sentiments, ça va te sortir les violons, ça va en faire des caisses, ça va jouer, mais alors en faisant en veux-tu, en voilà, avec des mecs comme Danouche par exemple, ou bien comme Shah Rukh Khan, qui sont des immenses stars, et qui en même temps va être allié à une ultra-violence absolument débridée, où ça va couper des gorges, arracher des têtes, et puis ce que tu veux, mais qui en même temps fait un mélange de cinéma comme on n'a encore jamais vu avant. Parce que le côté mélodramatique est présent dans les films américains, par exemple, mais l'ultra-violence contre la société, contre le corps politique, surtout vu la situation en Inde, en termes politiques, depuis 10-15 ans, c'est clairement pas la folie. Et ils arrivent à faire des films qui coûtent hyper cher, avec des énormes stars, mais en faisant, notamment dans le sud de l'Inde, encore une fois, des trucs de gros gauchistes. C'est-à-dire que le Shah Rukh Khan, quand il fait des films, il se positionne clairement du côté des pauvres et des déshérités du monde. C'est-à-dire que si Tom Cruise nous faisait des films de gauchistes où il va aller couper la tête des flics, ça serait quand même vachement mieux. Dieu sait qu'on aime Tom Cruise ici, pourtant, dans cette émission, qu'on a un amour inconsidéré pour Tom, mais il est beaucoup plus frileux en termes de spectacle et en termes de discours politiques que ne peuvent l'être les grandes stars du cinéma indien. Ce que je trouve vraiment hyper fascinant, et c'est des films qui, encore une fois, que ce soit en Blu-ray ou en salle, ont du mal à atteindre notre pays. Alors que ça se trouve par des biais relativement détournés, même s'il y a quelques films qui sortent sur des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime. Mais en tout cas, pour avoir un accès légal et surtout massif de ce cinéma-là, qui est, je trouve, le cinéma le plus intéressant depuis une petite dizaine d'années, on a encore du mal en fait à avoir accès à ça. Et surtout, il y a encore, j'ai l'impression, comme une réticence à aller découvrir les cinémas indiens, comme si c'était vraiment quelque chose de beaucoup trop bizarre, de beaucoup trop dingue. Et pourtant, moi, c'est là où j'ai eu parmi mes plus belles visions de cinéma depuis 10 ans. JB. Alors, je te suis sur plein de choses et j'aimerais bien rebondir sur plusieurs choses. Mais d'abord, quand même, sur le côté politique, je suis pas complètement d'accord avec toi. Parce que, bon, il y a des trucs de faf. C'est quand même un cinéma un peu fascisant sur plein d'aspects, il faut bien le dire. C'est quand même ultra-nationaliste. Les films de SS Rajamouli, quand même, qui sont merveilleux. Qui sont merveilleux. C'est plus complexe que ça, surtout par rapport à l'Inde actuelle. Dans l'Inde de Narendra Modi, faire des trucs comme Triple R, par exemple, c'est quand même assez burné, quoi. Certes, mais il te fait quand même le générique final, qui est quand même un générique final ultra nationaliste, où il va te mettre les grandes figures comme ça. Voilà. T'as quand même un truc un petit peu gênant. Et puis c'est quand même. Mais quand les Américains le font, par exemple, t'es pas dérangé? Non, mais je suis pas dérangé. Je nuance juste ton propos, parce que j'assume aussi qu'au States, c'est aussi des films de gros faf. Hein, c'est pas le problème. J'adore RR. Après, on n'a rien contre les films de faf quand ils sont bien. Exactement. Mais c'est pour ça que je nuance. On adore Gérard Butler. Qu'on n'aille pas croire que ces films sont des films de gros gauchos. Ne serait-ce que sur la représentation. Il y a des trucs de gauchias. Ça dépend ce que tu entends par la gauche. Ne serait-ce même en termes de représentativité, la représentation, ne serait-ce que la représentation genrée dans les films. Il y a des trucs qui sont quand même supra gênants. Bon, bref, on pourrait disserter là-dessus beaucoup. Mais les zoos sont hyper cool dans les films indiens, t'es ouf ou quoi? Il y a quand même une vision assez
suranné, on va dire, pour être gentil. Féodal, voilà, qui peut parfois être un petit peu gênante. Ça passe par ton biais, ton prisme occidental, ça, Jean-Baptiste. Au-delà de ça, il y a là où je me trouve vraiment dans ce que tu dis, c'est ethnocentré, exactement. Il y a quand même cette générosité en fait. C'est le truc, il y a une entièreté dans ce cinéma-là. C'est pour ça qu'il est aussi extraordinaire et aussi jouissif. C'est qu'il n'y a pas de limite. Ils sont complètement honnêtes avec eux-mêmes dans ce qu'ils nous présentent et ils sont totalement transparents dans leur approche de l'action, dans l'approche de la romance, etc. Ce qui fait qu'ils ne se mettent pas de barrières de façon à plaire à un certain public, même si évidemment il y a un public bien sûr pour ces films-là en Inde bien sûr, mais par rapport au public occidental, ils se fichent complètement de plaire de répondre à des codes qui pourraient effectivement plaire à un autre public. Et ce qui fait que leurs films ont du cœur en fait pour le coup, et c'est pour ça qu'ils marchent aussi bien, c'est que finalement même avec ce regard très lointain qui peut être le nôtre, où effectivement il y a des choses qui peuvent nous échapper en termes culturels, etc. Il y a quand même quelque chose qui passe tout de suite là-dedans. C'est encore une fois cette entièreté du propos, de la mise en scène, de la façon de jouer, etc. Et l'entièreté, elle joue à la fois dans le côté naïf que tu as pu évoquer effectivement sur la question du relationnel entre les personnages, etc. Et à la fois dans le côté de l'ultra-violence, donc ce rapport à la violence qui est quand même assez hallucinant effectivement dans ces films. Docteur avant. Juste pour rejoindre un peu rejoindre un petit peu ce que tu dis, moi je trouve que le cinéma indien en fait pour moi c'est un cinéma qui est assez curieux parce qu'en fait c'est un cinéma qui est vachement proche du cinéma des origines. C'est-à-dire dans ce côté premier degré en fait pour moi on retrouve le côté manichéen du cinéma muet, une forme de naïveté en fait, que nous on va voir comme suranné ou désuet ou pas assez complexe, mais qui je pense fait tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait c'est un cinéma qui n'a jamais cessé d'être ce qu'était le cinéma au départ, en fait, et du coup, il n'y a pas de, il y a du second degré bien évidemment, mais il n'y a pas de cynisme en fait. Voilà, c'est ça, c'est un cinéma qui, en tout cas à ma connaissance, moi, n'a pas atteint ce degré où en fait on se dit oh ben non mais ça les gens ils vont trouver ça naze machin. Non, le mec ils y vont et ça a toujours été un peu comme ça. Moi le cinéma indien, l'image que j'ai c'est toujours et ce qu'il y avait aussi dans le cinéma de Hong Kong, je trouve pendant un moment dans le cinéma d'arts martiaux, vous regardez le cinéma d'arts martiaux de Hong Kong des années 70, c'est toujours la même histoire, mais ce qu'il y a dans le western américain, c'est-à-dire encore une fois moi je suis très très vissé sur le rapport entre le cinéma et le mythe, entre le cinéma et la mythologie, c'est-à-dire que le cinéma c'est de la mythologie en action pour les temps contemporains. Voilà. Et je trouve que le cinéma indien, parce que le cinéma indien c'est quand même très très nourri, notamment par la religion, et par les récits mythiques. Et en fait les personnages se définissent religions d'ailleurs. Par les religions plutôt, oui. Et les personnages se définissent en fonction de figures mythiques, en fonction de figures légendaires. Donc évidemment si on comprend pas ça, ça semble étrange, mais en fait c'est dès qu'on commence à comprendre en fait dans quelle ère culturelle ça se situe, le cinéma c'est un cinéma qui devient beaucoup plus accessible en fait. En tout cas moi je trouve. Ouais, je pense même si on le comprend pas, je pense pas que ce soit gênant. Pardon, RRR. Non, ça reste très fun malgré tout. Mais surtout tu ressens la dimension mythologique. T'as même pas besoin de la comprendre, tu la ressens en fait dans les représentations, dans la façon de filmer les corps, de les mettre en scène dans cette forêt à la fin de RRR. Il y a un truc complètement hallucinant là-dedans. Et pour le coup, je te rejoins complètement sur l'idée qu'il n'y a pas de cynisme là-dedans. Et ça fait un bien fou en réalité. C'est totalement différent effectivement de ce qu'on peut voir dans le cinéma américain où ce cynisme est absolument omniprésent. Et là pour le coup, il n'est pas là. Ce qui fait que autant je peux souffrir le martyre sur 2 heures d'un film de Nolan, autant les 5 heures de Bahubali, ça passe tout seul en fait. Il y a un truc qui est immédiat et qui a un plaisir absolu de cinéphile en fait, de spectateur, de quelqu'un qui retrouve quelque chose qu'il a pu aimer à une époque dans un cinéma qui n'essayait pas de s'auto-commenter constamment, mais qui faisait des propositions narratives et esthétiques originales et qui étaient honnêtes en fait avec elles-mêmes. Erwan. Juste quelques mots avant la pause musicale. C'est que ce qui est assez fascinant aussi avec le cinéma indien, c'est que c'est toutes les formes en fait que ce cinéma peut prendre. Et les dernières années, justement, on aura pu voir, par exemple, des cinéastes comme Anurag Kashyap aussi. On peut se rappeler de Gangs of Waysapur, The Mumbai Murders, The Brawler, qui n'est malheureusement pas sorti en France. J'avais pu voir aux 3 continents. Mais il y a aussi et ça rejoint aussi beaucoup de choses qui se sont passées entre 2008 et 2023, c'est qu'au sein du cinéma indien, il y a aussi une composante d'hybridation, en tout cas de l'idée qu'il n'y ait pas d'étiquette entre fiction et documentaire, ce qui est quand même un des grands enjeux aussi de 2008 à 2015, des grands enjeux du cinéma. Et justement en Inde,
ça s'est aussi produit justement comme à d'autres endroits dans le monde. Et juste aussi pour dire que, encore une fois, je disais faire le ménage tout à l'heure, c'est qu'on aura aussi, au cours de ces 15 dernières années dans l'émission, grâce à Carlotta notamment, mais je pense découvert un cinéaste qu'on avait oublié, qui est Gourou Doute, un cinéaste qu'on avait chroniqué voilà, il y a déjà très longtemps. Mais c'est qu'il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que c'est encore un continent de cinéma à explorer toujours, quoi. Voilà. T'es trop fort, tu m'as manqué. Donc on va faire une petite pause, on parlera de toute autre chose après. 2 heures que j'attends. Ça répond toujours pas. Moi, je peux vous dire, il va m'entendre, le président. Laisse tomber, Jeff. Non, non, je ne laisserai pas tomber. Parce que si t'as le président, t'as le camembert. Si t'as le camembert, t'as le fromage. Si t'as le fromage, t'as le dessert. Si t'as le fromage et le dessert, t'as bien mangé. Si t'as bien mangé, t'as bien bu. Si t'as bien mangé et bien bu, t'as la peau du ventre bien tendue. Si t'es bien tendu, t'as un string. Si t'as un string, t'es brésilien. Si t'es brésilien, tu vas au carnaval. Si tu vas au carnaval, il faut que tu te gares. Si t'as une gare, t'as un TGV. Voilà, c'est simple. T'as regardé dans ta banane? Ah bien sûr, je regarde en banane. Première chose que j'ai fait, je regarde en banane, forcément. Et t'as regardé dans tes poches arrière? Oui, en poche arrière aussi. Dans ta poche revolver? C'est pareil, la poche revolver, la poche arrière, c'est la même, hein. Tu les as quand même pas mises dans le frigo. Je sais pas, on sait pas, des fois tu fais des trucs, tu te rends pas compte, quoi. Cathy, on avait 15 cartes. Comment on a pu les perdre? Tu peux perdre une carte, pas 15. Tu peux perdre 2 cartes, pas 15. Tu peux être 3 cartes, ah rigole, tu peux être 3 cartes, oui. pas 15. Oui, T'es d'accord avec moi? Oui. Tu peux payer 4 cartes, c'est vrai, c'est pas arrivé, tu peux être 4 cartes, mais pas 15. T'es d'accord? Tu peux payer 5 cartes, pas arriver, tu payes 5 cartes, pas 15. Tu peux payer 6 cartes, tu peux les payer 6 cartes, mais pas 15, non. Tu peux payer 7 cartes, mais pas 15. On va me faire les 15. Attends, tu peux payer 8 cartes, mais pas 15. Tu peux payer 9 cartes, mais pas 15. Ah oui, bien sûr, c'est ça, tu vas me dire, tu peux payer 10 cartes, mais pas 15. Tu peux payer 11 cartes, pas 15. Tu peux payer 12 cartes, pas 15. Tu peux payer 13 cartes, pas 15. Tu peux payer 14 cartes, pas 15. Tu peux payer 15 cartes, pas 15. Ah bah si, tu peux en fait. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était la chanson de Power Trip Swing of the Axe, entourée par 2 extraits, Les Tuches 3 tout d'abord et Les Tuches 2 ensuite, réalisé par Olivier Barou. Tout ça pour nous amener vers le cinéma français. Voilà. Merci Thomas. J'ai pas mis d'extrait de film avec Christian Clavier, donc soyez heureux, comme on dit. Ok. Tout ça, effectivement, donc, pour nous amener vers le cinéma national, à la fois le cinéma de fiction et le cinéma documentaire. On a beaucoup dénigré au fil des années dans cette émission, mon cher Erwan, le cinéma français ou l'audiovisuel français, comme tu disais à l'époque, et qui, quand même, depuis plusieurs années, quand même... J'étais jeune et fou. Voilà, exactement, fringant. Ah oui. À l'époque, tu avais une moustache. Et un bouc. Et un bouc. Ça arrive à tout le monde. Hein. Et donc, qui à l'époque était, comment dire, mi-figue, mi-raisin, mi-con, mi-bon, mais qui depuis quelques années reprend des couleurs et nous offre des choses, notamment dans le cinéma du milieu, qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'on avait l'habitude de voir, comme on disait, dans un cinéma germano-printemps, on va dire, représenté par Christophe Honoré, engoncé dans des considérations de couple pas très intéressantes, post-romériennes, pourrait-on dire, et qui finalement nous intéressait assez peu, à la fois parce qu'on n'habitait pas dans des beaux appartements et on n'avait pas d'argent, mais ça pour le coup ça n'a pas trop changé, et qui du coup quand même depuis quelques années, notamment par le biais du genre et des genres de manière générale, a réussi à se renouveler et à nous donner des choses intéressantes. Erwan. Il y a une bonne définition aussi sur ce cinéma que tu qualifies de germano-printemps aussi. C'est toi qui l'appelais comme ça. Oui, mais je suis pas si sûr quand même. Si, j'ai les preuves. Hein. T'as les preuves radiophoniques. Mais non, c'est plutôt, t'étais là, je crois, quand on a eu cette conversation à Morlaix il y a 1 an, avec un ingénieur du son, en tout cas quelqu'un qui travaille dans le son et qui nous parlait de ça. En fait, c'est que ces ingénieurs son, en fait, qui travaillent notamment pour le cinéma français, en fait, appellent ça le cinéma de parquet. Parce que en fait, c'est un enfer à sonoriser. Donc à Paris.
Et j'ai trouvé ça pas mal du tout comme expression. J'aime bien ce côté cinéma de parquet. Mais oui, c'est un peu... à la fois, il y a la question des auteurs. Donc, tu parlais de la question du milieu. On peut reprendre un peu ce qu'on a fait tout à l'heure pour le cinéma américain. Et comment commencer? C'est pas facile. Moi, je te pose la question, tu te débrouilles. Tu peux te débrouiller avec ça. C'est ton émission, mec. C'est vrai que c'est mon émission. Et si on se rappelle quand même les débuts, notamment donc 2008, on est en 2008 avec... il y a quand même... En fait, c'est parce que c'était une mauvaise blague qu'on avait fait, contrairement à nos amis du cinéma est mort qui ont beaucoup défendu ce cinéaste. Et notamment ce film-là qu'il faut vraiment que je revoie, et on l'avait beaucoup dénigré. En plus, Guillaume Depardieu venait de mourir, et nous avions pas été très sympas à ce moment-là. Et donc c'était de la guerre de Bertrand Bonello. C'était même pas tiré sur l'ambulance, c'était sur un corbillard. Hein, voilà, mais en même temps, il a quand même fait un parcours aussi, Bertrand Bonello, qui est extrêmement important. Alors non, du cinéma français. Je m'inscris en faux. Non mais c'est terrible, c'est terrible. Non, mais je pense à ça parce que c'était 2008. C'était 2008, je crois. À l'Apollonie de. Oui, parce que ça avait. Jean-Claude, je sais pas quoi. Voilà, l'Apollonie de souvenirs. Soi-disant grand film, selon Erwan. Toujours, je crois. Et non, c'est vrai que c'est quand même un parcours qui aura été. Un parcours cabossé, peut-être, pourrait-on dire. Non, pas cabossé, mais comment on va dire ça? C'est que plutôt au sein du cinéma français, c'est comment réussir à se démarquer. Si on reprend les choses dans l'ordre aussi, c'est que on a déjà si on revient forcément à la nouvelle vague, de toute manière. Et qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle vague et de l'héritage au sein du cinéma français? Donc là, je pense plutôt à une catégorie très spécifique, que ce soit mitigé, quand même, des cinéastes, donc vraiment entre guillemets des auteurs, puisqu'on peut parler aussi de Christophe Honoré. Oui. Mais c'est vrai que c'est ça, en fait, c'est la question de l'héritage, on passe après. De Valérie Donzelli, Emmanuel Mouret. Voilà, toute cette cinéphilie-là, et qui vient aussi après celle de la génération qui est celle de Léos Carax, qui est celle de Philippe Garrel, qui est celle de cinéastes, je pense aussi à la même période Chantal Akerman, enfin bref, on est dans cette période d'après, et c'est comment une partie du cinéma français, puisque c'est pas tout le cinéma français, c'est justement emparé de cet héritage de la nouvelle vague et de ce qu'il y a eu après, et avec cette question qui aura toujours un peu hanté à la fois, c'est le cas de le dire, que ce soit par le titre de notre émission ou celui de nos amis du cinéma est mort, c'est cette question de la mort du cinéma, qui était très chère à notre titre d'émission qui à la base était comme une blague. Hein. Une blague et le titre d'un court-métrage que devait tourner Mathieu Bonheur. Les frères Bonheur. On pense à lui, les frères Bonheur. Les Wachowski français. Et finalement, ce cinéma et cette question de l'héritage a été complètement balayé par des personnes qui ne se posaient pas ce genre de questions. Je pense à Rabah Hammer-Zaimesh. Tout à fait. Ou Jean-Charles Hu avec Manche t'es mort, ou la BM du Seigneur. Enfin, ils ont parce que tu parles de Bonello qui est hanté par, je sais pas, Cronenberg ou ce genre de choses. Il y a toujours le risque que ce soit pas si bien digéré que ça, et que le cinéma français ne sache pas vraiment comment s'y prendre, alors qu'un Jean-Charles Hu, il refait un western à sa façon, mais sans avoir à culpabiliser vis-à-vis d'un héritage. En fait, il le fait directement, sincèrement. Et surtout d'être sur la question de c'est quoi filmer la France, c'est quoi filmer le territoire français, c'est quoi... Et là, on sortait des parquets qui grincent, en fait. Et la langue française, je pense quand même à un des grands cinéastes de ces 15 dernières années, en tout cas moi dans l'émission, c'est quand même Alain Guiraudy. Je crois que vraiment on est dans un des hauts, très hauts du cinéma français. Thibaut. Il me semble que quand on est revenu un petit peu sur le cinéma français, mis à part Bonello qui avait été le sujet de débats très houleux lors de la sortie de Saint-Laurent. Lors de la sortie de Saint-Laurent, lors de quelques émissions, même la Polonide. Le point Goldwyn est arrivé extrêmement vite. Oui, même la Polonide, on était quand même très divisés. Film que je considère comme toi, Erwan, absolument merveilleux. La coalition des cheveux longs se remet en place, c'est terrible. Mais mis à part le plan comédie Christian Clavier, Les Tuches et compagnie de Thomas. Ça n'a rien à voir, Les Tuches et Christian Clavier, je suis désolé. En fait, on est revenu dans le cinéma français, je pense, via deux chemins. D'abord, il y a la question, il y a Virgile Vernier et Clément Cogitor qui sont arrivés, donc on est sur des choses beaucoup plus expérimentales, beaucoup plus protéiformes. Voilà, où tu disais, où
tu prenais l'exemple de Jean Charlus, en fait, où on s'en fout des conventions, on s'en fout des frontières, on s'en fout des limites, et on va essayer de mélanger tout ça. Et puis il y a la question du documentaire. C'est clair. Également. Alors moi dans mon des cinéastes qui se posent pas trop cette question. Virgile Vernier, quand il fait un film, il s'agit pas de savoir si c'est un documentaire. Ouais, il y va quoi. Et quel format il va être, moyen métrage, court métrage. Cinéma Cogitor, c'est pareil. Autant il va faire un film proto carpenterien, et autant il va aller filmer des danseurs. Un film que j'avais vu au musée des Beaux-Arts à Rennes. Il va filmer des danseurs, et dans tous les cas, le résultat va être absolument passionnant et magnifique. Pour la troisième d'être scène. éblouissant formellement et émotionnellement. Mais tu disais qu'est-ce que filmer le territoire français au-delà du parquet qui grince, et en plus c'est chiant d'aspirer entre les lames du parquet, toujours un problème. Il y avait la question de documentaire. Dans mon top, il y a quelques documentaires qui sont apparus, notamment deux qui me semblent importants. C'est Retour à Forbach et puis La ligne de partage des eaux. On en avait beaucoup parlé lors de la... On avait parlé notamment du fait que dans le cinéma français des années 2010, c'est là que la création de forme était la plus intéressante par rapport au cinéma de fiction, où c'est là que finalement les choses en termes visuels étaient les plus créatives, les plus intéressantes par rapport justement à un certain cinéma français qui ne nous plaisait pas, mais là où il y avait des expérimentations sur la forme et sur les discours qui étaient plus intéressantes que dans certains cinémas de fiction. Bah oui, parce qu'en fait, de manière assez triviale, mais on sortait du cinéma engoncé, bourgeois, Christophe Honorien, en fait, qui peut certes faire des films très intéressants, mais qu'est-ce qu'il raconte de la France, en fait? Finalement, pas grand-chose. Et c'est par le biais du documentaire, et après on est remonté un petit peu, mais c'est par le biais du documentaire qu'on arrivait là. Il y a un documentaire récent dont j'ai oublié le nom du cinéaste, mais qui s'appelle Ne croyez surtout pas que je hurle. Franck Beauvais. Franck Beauvais, ouais, qui est un film de montage absolument saisissant, qui raconte en même temps quelque chose du cinéma, qui raconte quelque chose de lui-même, parce que voilà, c'est une espèce de psychanalyse à film ouvert, si je puis dire, et puis en même temps qui raconte quelque chose de la France. Donc c'est un film absolument vertigineux, que je pourrais rattacher à Cogitor et Vernier dans leur logique de briser les frontières et de proposer quelque chose de quasi expérimental. Donc voilà, c'est peut-être par là qu'on est remonté. Et puis après, il y a quelques figures qui sont arrivées. Il y a Justine Triet actuellement. On pourrait parler de Céline Sciamma, par exemple. Tomboy avait fait sensation, il me semble. On pourrait même parler, et là c'est le point Zack Snyder, des cinéastes qu'on n'aime pas, mais qui sont importants, c'est Julia Ducournau également. Non mais voilà Thibaut, je voulais rebondir là-dessus en fait parce que par rapport à ce que tu disais Simon et ce que disait Erwan, c'était de l'héritage en fait. Et il y a un truc qui est quand même assez étonnant, c'est que cet héritage de la nouvelle vague, il existe toujours, je pense, dans ce cinéma de parquet, etc. Même plusieurs cinéastes qui s'en réclament très clairement, comme Pere Jatko, etc. Mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a une influence, un héritage nouveau qui est, je pense pas comme un héritage en fait, mais c'est quand même celui états-unien pour le coup, puisque de plus en plus dans ces sorties de films français, il y a quelque chose qui est revenu, je trouve, beaucoup dans les discours journalistiques et critiques, c'est l'influence de cinéastes comme John Carpenter. Tu as cité effectivement cette influence carpenterienne, cette façon de filmer l'espace, justement filmer les territoires, en s'appropriant une esthétique issue du cinéma américain. Et Carpenter, on sait, est féru de western, bien sûr. Et du coup, cette question du western aussi, je pense, de la façon de filmer le paysage aux États-Unis, elle a été réappropriée aussi par plusieurs cinéastes français. Patricia Mazui, notamment, qui a complètement digéré ça aussi. Totalement, ouais. Et justement, je trouve que les cinéastes les plus intéressants, en tout cas, moi, à mes yeux, c'est ceux qui ont réussi à digérer ça de façon très intégrée. Je pense, tu les as cités, en fait. Céline Sciamma, pour le coup, pour moi, le fait merveilleusement bien, pour le coup, parce qu'elle échappe complètement à la logique de psychologisation des personnages pour se focaliser vraiment sur des questions de positionnement des corps dans l'espace, pour essayer de comprendre comment ces corps vont fonctionner les uns par rapport aux autres et comment ils vont justement s'adapter à un espace hostile la plupart du temps. Et là-dessus, elle fait des choses absolument fabuleuses. Si on est là à citer quand même les films, c'est quand même Portrait de la jeune fille en feu qui m'a absolument bouleversé d'un bout à l'autre. Il y a, et puis Justine Triet, voilà, Anatomie d'une chute, on peut pas s'empêcher de rapprocher le film de Autopsie d'un meurtre, ne serait-ce que dans le titre. Il y a un héritage, le dit elle-même, il y a un héritage du cinéma américain qui fait que ce film est absolument, j'ai failli le mettre dans mon top 15, d'ailleurs, Anatomie d'une chute, il m'a vraiment marqué. Voilà, mais c'est ça que je voulais signaler, c'est que je trouve qu'il y a cette façon de nourrir le cinéma français par autre chose, et c'est là qu'il arrive
à être à son meilleur aujourd'hui, je trouve. C'est justement cette digestion de plein d'influences différentes et quand on arrête d'être seulement dans le seul héritage qu'on connaissait jusqu'à présent, à savoir la nouvelle vague. Alors ça donne des choses horribles, effectivement, quand Ducournau s'inspire de Cronenberg, là c'est juste pas possible en fait, mais voilà, malgré tout, il y a quand même des choses assez... Même Vernier que je connais pas et j'ai très envie de le découvrir, je pense qu'il y a des choses qui vont... Ouais, voilà, c'est Carpenter, quoi. J'émettrais un doute sur Céline Sciamma, que je connais quand même assez mal son cinéma, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec Bande de filles. Je sais, mais moi j'adore pour le coup. Horrible. C'est impardonnable. Non, je suis pas d'accord avec vous. C'est un film qui est très beau sur la jeunesse pour le coup. Il y a vraiment un truc elle touche au cœur de quelque chose. C'est comme une cinéaste qui a réussi à comprendre ça, à comprendre comment filmer les jeunes. Cette séquence de danse dans la chambre, je la trouve absolument magnifique. En fait. Moi aussi j'aime Rihanna, c'est pas la question, hein, mais pour le coup c'est vraiment un film de droite. Hein. Une version ultra patriote de la France, de la beauté du machin. Là, et après, RRR c'est un film gauchiste. Ça, on parle de la France, l'Inde c'est un autre pays. Non, puis, Céline Sciamma, pour revenir sur Céline Sciamma, parce que Portrait de la jeune fille en feu avait fait sensation à l'époque, également c'est un film que j'adore, mais elle a un travail de scénariste qui est hyper intéressant, même dans la première saison des Revenants. Bon, la série qui était série Canal là, qui se passait dans les Alpes, qui était hyper intéressante, du moins dans sa première saison, mais vraiment ce qui valait le coup, c'était ce qu'avait fait Sciamma en termes de voilà, c'est quoi être adolescent à Saint-Jean-de-Maurienne en gros, et c'est compliqué, je sais de quoi je parle. Donc c'est compliqué. Elle a également bossé sur Ma vie de courgette, dont on n'a pas parlé de cinéma d'animation français encore, mais Ma vie de courgette qui est un film en même temps très beau et en même temps très dur, rien que par sa première séquence. Mais il y a encore elle est encore là, et en fait elle a créé, il me semble, elle a su créer une galaxie avec des actrices. Certaines sont toujours là, d'autres comme Adèle Haenel ont quitté le business. Mais elle a su faire quelque chose, et au final, c'était la reine du cinéma français pendant... elle a été la reine du cinéma français, et je pense que ces 15 dernières années, je parle beaucoup d'avènements, finalement, il y a encore des grands cinéastes qui arrivent, et Céline Sciamma, clairement, en 15 ans, là, en fait partie, parce que Tomboy, parce que Bande de filles... C'est comme à la même époque, à peu près, que l'arrivée de Sciamma, tu avais un cinéaste comme Robin Campillo, par exemple, qui a fait des choses assez variées en termes de mise en scène, et je sais que Erwan, ici, n'avait pas aimé le film, mais 120 battements par minute, par exemple, c'est, je trouve, un des plus beaux films français que j'ai vu dans les 10 dernières années. Parce qu'il y a des âgés. Ah là, par exemple, et filmer des âgés, c'est quand même compliqué. On a tous fait, ici, des âgés, on a tous été dans des facs où genre, les gens parlent et puis ils boivent des bières, et c'est quand même hyper dur à faire. Et je sais que c'est une de mes marottes, mais les trucs que du cinéma français, que pour le coup, on sait faire, c'est filmer des gens qui parlent, quoi. Des gens qui parlent dans des bureaux, des gens qui font des AG, des gens qui marchent dans des couloirs. Ou au PMU, qui parlent comme Rabat Merzaimesh. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Mais la parole qui est toujours le plus forte. Le procès Goldman de Cédric Kahn. Il y a des choses assez fortes là-dessus, sur la façon de filmer, la façon de parler, de communiquer les uns avec les autres. Il y a vraiment des choses assez fortes. Et je pense aussi à Rebecca Slodowski, qu'on oublie un petit peu, qui avait fait des belles choses aussi. Oui, complètement. Mais sur la question documentaire, c'est vrai que le parcours de Dominique Marchais, du temps des grâces, en passant par la ligne de partage des eaux, ou plus récemment la rivière, effectivement, il y a quelque chose d'essentiel en fait sur à la fois ce qui arrive, si on pense aussi le cinéma comme témoin aussi comment on va dire ça, une climatique. Et c'est vrai que c'est pour le coup littéral chez Dominique Marchais, puisqu'il nous donne des nouvelles en fait de la catastrophe en cours, et c'est extrêmement fort en fait de voir l'évolution. Et c'est vrai que la rivière est de ce point de vue à la fois, je pense à la séquence finale du film qui est vraiment prodigieuse, et que ce soit sur le filmage, le recueil de la parole, enfin vraiment il y a une manière. Ce qui était vraiment étonnant dans la ligne de partage des eaux, c'était ces séquences en voiture, où justement un personnage parle, et on est sur cette France en fait périurbaine, où à la fois tout se ressemble, et en même temps on est sur cette question de la ligne de partage des eaux, et on remonte la Loire. Enfin bref, c'est comment on pourrait dire ça, il y a quelque chose de très à la fois c'est une géographie, c'est une documentation sur un documentaire sur ce qui se passe effectivement. Mais oui, il y a une enquête qui est menée de main de maître en fait, et à la fois dans le recueil de la parole. On va devoir bientôt s'arrêter là, et on va passer une petite virgule avant de faire le bilan. Ça dérange pas qu'on débriefe, Benji, hein? Tu peux lever les yeux sur nous, hein, c'est pas interdit. Hein. Vous savez, à un moment donné, il va falloir qu'on se regarde aussi, les gars. Hein.
Vous êtes en train de vous isoler tout seul avec vos trucs. Ça, c'est sûr, nous, les trentenaires, on n'avait pas Internet, Twister, Instagram et compagnie, là. Mais on se parlait, on se regardait. On était dans le concret, on avait des objectifs concrets. Et même plus, on s'amusait à se fabriquer des objectifs concrets. Et alors? Résultat? Résultat? Chômage. Toutes les guerres connaissent des accalmies entre deux tempêtes. Tu t'es bien battu. Il nous arrivera de perdre la foi. Il nous arrivera d'être trahis par nos alliés. Mais à aucun moment, nous n'abandonnerons cette planète et ses habitants. Et même si rien ne devait être comme nous l'avions espéré, cela ne changerait rien à nos espérances. Les espérances resteraient, l'utopie serait nécessaire. Plus tard aussi, les espérances s'embrasseraient de nombreuses fois, étouffées par l'ennemi plus fort. Elles se réveilleraient sans cesse. Et le domaine des espérances serait plus vaste que de notre temps. Il s'étendrait sur tous les continents. Le besoin de contradiction, de résistance ne diminuera jamais. De même que le passé était immuable, de même les espérances resteraient immuables. Et ceux qui un jour, alors que nous étions jeunes, avaient nourri nos ardents espoirs, et même s'en tirèrent, et même si rien ne devait être comme nous l'avions espéré, cela ne changerait rien à nos espérances. C'est toujours dans En attendant Godard sur Cinéma. Donc c'était un petit extrait de Camping 3 de Fabien Antoniente, évidemment pas le meilleur de la trilogie, hein, comme on sait, encore que. Suivi un extrait de Transformers 3, pas le meilleur de la trilogie non plus, mais quand même pas mal, et donc de le livre d'images de Jean-Luc Godard, le plus con des Suisses pro-chinois, à qui quand même je devais bien rendre hommage, hein, ne serait-ce que par le titre de l'émission et par principe envers toi. Merci. Air Force One Floclet. Donc... Juste, on a oublié quand même quelqu'un, parce que Jean-Luc, on en parlait. Non, mais dans le cinéma français, il y a quand même quelqu'un qui est extrêmement, qui est extrêmement étonnant, c'est Guillaume Niclou. Et je tiens à le signaler parce que il arrête pas, il fait beaucoup de films, il fait du documentaire, il fait de la fiction, il a fait La Tour, il a fait Les Rois de l'arnaque. L'enlèvement de Michel Houellebecq. C'est extra, enfin voilà, voilà, c'est vraiment un cinéaste à suivre. Alors nous allons devoir rendre l'antenne. Je vais vous tous vous remercier au fur et à mesure. Air Force One, merci beaucoup de ta venue. Merci. C'est toujours un plaisir, un honneur, une joie, N'en faites pas trop. Je vous remercie pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Merci tout simplement d'être toi. Merci à toi, d'être toi aussi. Merci. Merci Dr Erwan, merci. Il n'y a pas de quoi. Merci Jean-Baptiste Massuet, que vous pouvez retrouver toute l'année à l'université Rennes 2, si jamais vous souhaitez vous inscrire et faire des cours. Merci Thomas, merci pour cette belle émission. Merci Simon Lejeune. Merci. À part les westerns, vous recommandez quoi? Les films noirs, les polars. Ça s'arrête là après. Avant 1960. Merci Carrément Fleuret, merci Thibaut, toujours déjà. C'est quand même le membre le plus ancien maintenant de cette émission, encore en activité. Voilà. À l'arrivée, une émission avant moi. Bravo Thibaut pour cette longévité exceptionnelle. Ah bah ça faudra demander vu que j'ai pas de travail. Merci Simon, l'ancien. Il n'y a pas de quoi, c'est reparti pour 15 ans alors. Ah oula, mon Dieu. Après, moi ça, parce que j'ai encore que 22 ans. Mais... Et merci Jean-Pierre. Mais de rien, ça m'a redonné envie de retourner au cinéma, donc merci. Quelle drôle d'idée. Et surtout, Je rigole, merci beaucoup à la maison de cette émission à Valentin. Bonsoir. Voilà, il vient d'arriver. On remercie encore une fois l'Arvor de bien avoir voulu nous accueillir pour ce presque direct et en public. Merci à tous. Merci donc effectivement à Antonin Moreau, le plus beau des membres du Cinéma est mort. Et donc merci au Cinéma Arvor. Voilà, on vient de fêter nos 15 ans, on est content et c'est reparti pour un tour. Merci à tous. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir.